Suivez nos vidéos de débat, souvent vifs, en opposition ou biaisés. Voilà, et qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est pas une opportuniste, c'est pas quelqu'un qui est arrivé aujourd'hui et qui voilà qui plonge, qui se fait des sauts dans l'inconnu. Et à bien des égards, il a montré sa plus grande maturité politique par rapport à d'autres personnes qui aujourd'hui peut-être pourraient se retrouver à la tête du PDC. Voilà, donc je vais m'arrêter là et puis voilà, merci beaucoup. Ben, je pense qu'il y a une motion de la part de Diane qu'on va prendre rapidement. Allez, vas-y. En fait, ma motion, c'est pas tant pour Monsieur Chérif, mais c'est plus par rapport à la question que Chose a posée. Mais je pense que les deux pourront m'éclairer. Quand il dit que le chéquier compte pas en politique, je voudrais savoir sur la base de quels critères ils sont partis choisir Tiam pour venir mettre président du PDC. Il ne voulait pas répondre à cette question maintenant, hein, parce que voilà, c'est un peu compliqué, parce que sinon ça va être une passe entre vous deux. Je pense qu'à son tour de parole, il pourra réagir à cela. Ça, Jati. Jacé, tu es là? Ah oui, je suis là. Allô? Des paroles, Khalil, c'est ça, non? Oui. Ok, d'accord. Alors, bon, je pense qu'après ma première intervention, j'ai pas vraiment grand chose à dire parce que bon, je vais faire essentiellement des rédits et peut-être des précisions. Moi, je ne comprends pas quel est cet esprit nouveau qui consiste à encourager de l'indiscipline. Franchement, cette manière de faire là a un côté assez succulent de constater que des gens encouragent quelqu'un au simple motif qu'il est indiscipliné. C'est assez révélateur. Mais bon, après, il y a des arguments qu'on développe aujourd'hui qui vont nous rattraper demain. Voilà. Un parti politique, comme je l'ai dit à ma première intervention, a des règles. Voilà. Vous y souscrivez ou vous n'y souscrivez pas. Donc, vous adhérez ou bien vous n'adhérez pas. Voilà. Et quand il y a des combats internes à mener, on les mène de façon franche. Voilà. Le PDCI a son mode de désignation de son candidat. Le PDCI a utilisé les voies statutaires pour désigner son candidat. Et l'appareil du parti se met derrière ce candidat-là. Bon, quel autre débat on peut avoir là-dessus? Quel autre sentiment d'encourager un indiscipliné on peut avoir? On comprend, hein? Bon, bien sûr, c'est le jeu politique. L'indiscipline n'est jamais qu'une bonne chose que lorsque c'est ton adversaire qui est indiscipliné. Là, en ce moment, tu trouves que oui, l'indiscipline, oui, c'est une possibilité, oui, c'est un choix. Les militants ont le choix. Mais les militants, là, ils ont le choix à l'intérieur du parti. Quand tu te mets à l'extérieur du parti, on te souhaite bon vent. Donc aujourd'hui, il faut définitivement accepter que Bion n'a plus rien à voir avec le PDCI. Il a décidé de faire cavalier seul. Donc quand on veut parler de Bion, on parle de Bion et de sa candidature. Donc pour moi, c'est superfétatoire de venir parler de Bion et de le rattacher encore au PDCI. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens logique. Ça n'a aucun sens conceptuel. Candidature indépendante qu'il a d'ailleurs confirmé aujourd'hui. Ok, désormais, parlons du candidat indépendant Bion. Voilà, et de sa vision pour la Côte d'Ivoire. Maintenant, si dans nos débats, on veut parler du PDCI, on parle du PDCI. Voilà, mais on ne peut pas dire que oui, on encourage Bion à aller sur sa voie parce que bon, il aurait été martyrisé au PDCI, etc., etc. Et puis, on veut encore que le Bion qui a été martyrisé là, au PDCI là, vienne encore avoir le soutien de ceux qui l'ont martyrisé.
Parce que l'appareil du PDCI ne va pas disparaître à cause de Bion. Voilà. Autant il a pu mobiliser un cercle autour de lui et de son ambition, autant il y a des gens qui n'ont pas pu mobiliser aussi, qui sont restés dans le PDCI. Donc si l'appareil du PDCI se soumet à Bion, vous ne pensez pas que ce sera pire? Puisque ceux qui ne sont pas derrière lui là, se sont pas manifestés, ils vivent leur vie tranquillement. Et ils regardent Bion faire. Donc il faut laisser Bion aller dans sa voie, dans la voie qu'il a choisie. Et il ne faut parler que de lui et de sa candidature. Oui, Bion est candidat, qu'est-ce qu'il nous propose? Est-ce que ce qu'il nous propose là, c'est bon? On fait des analyses dessus. Mais qu'on évite de dire que Bion est encore un plan B du PDCI. Le PDCI, en toute souveraineté, dit qu'il n'a pas besoin de plan B. Mais dans quelle langue on va parler ça? Vous allez beau dire que son plan A là, a des difficultés. Le PDCI dit oui, j'accepte que mon plan A ait des difficultés, mais c'est mon plan A et mon unique plan. Je pense qu'arriver à un moment aussi, il faut comprendre quand les gens parlent. Donc, la seule possibilité logique qui s'offre à nous, c'est d'encourager Bion. Félicitations, monsieur Bion. Bon vent à vous. Voilà, exposez votre vision pour la Côte d'Ivoire. Ceux que individuellement ça va intéresser vont aller voter pour lui au soir, le jour du scrutin. C'est pas plus compliqué. Donc pour moi aujourd'hui c'est pratiquement caduc de venir espérer encore que Bion puisse être un plan B ou un plan je sais pas quoi du PDCI. Ce chapitre là, je pense qu'après aujourd'hui même c'est pratiquement immoral même d'en parler. Il a choisi sa voie, encourageons-le, qu'il déploie ses équipes sur le terrain, qu'il déploie, qu'il forme ses assesseurs, etc., etc., les gens qui vont relayer sa campagne sur les réseaux, dans les médias, etc., etc. Voilà. Le PDCI va se dépêtrer avec avec son candidat qu'ils ont choisi légalement à leur convention. Et puis, ils sont dans leur alliance avec le PPACI qui a les mêmes difficultés avec eux. Ils vont se débrouiller dans leur front commun. Bon, vraiment, moi, je ne vois pas où est objet de débat. Hein. Bon, pour faire un parallèle, monsieur, comment il s'appelle? Monsieur Don Melo a choisi d'être candidat. Bon vent à lui. Mais l'appareil du PPACI ne peut pas l'accompagner parce que l'appareil du PPACI a déjà choisi son candidat. Mais d'un point de vue militant, d'un point de vue de la camaraderie idéologique, on souhaite bon vent à, comment il s'appelle, à monsieur Don Melo, sans aucune animosité. Voilà, sans vraiment aucune animosité, qu'il continue son chemin. Bon, il y a des voix dans le désert qui portent. Voilà, il y a des solitaires qui réussissent aussi dans la vie. Bon, voilà, c'est pourquoi on lui souhaite bon vent et bonne chance. Voilà, donc, pareil, il faut souhaiter bon vent et bonne chance à monsieur Bion, qui désormais officialise sa rupture avec le PDCI. Voilà, donc évitons de raisonner que le PDCI vienne encore à la remorque de quelqu'un qui aurait été indiscipliné et qui assume son indiscipline. Voilà, donc je voulais chuter là-dessus et puis... Merci beaucoup Serge Assé, merci. Et puis merci encore. Voilà, on va faire une pause publicitaire, il n'y a aucune motion. Ça fait très longtemps que vraiment, j'ai pas du tout parlé. Et si je la ferme, je pense que le panel va fermer avec mon silence. Et il ne faudrait pas qu'il y ait un silence. Kokura, j'espère que tu es là. Kokura n'est pas là. Ok, ça tombe bien. Je veux qu'il y ait une petite pause. Oui, j'essaie, tu vois. Oui, grand frère. On va parler là, c'est temps de faire pause publicitaire.
Oui, c'est là il fait pause publicitaire. Et la pause publicitaire, justement, ça te concerne et ça concerne Serge. Je sais que hier vous êtes fâchés. Non. D'accord. Avançons, voilà. Moi, je reviens jamais sur... voilà. Avançons, c'est passé. Voilà. D'accord, c'est le plus. Je suis là, comme quand tu es dans ta vieille voiture là, donc du coup ça fait beaucoup de bruit dans mon oreille. Franchement, tu as dit que tu es le propriétaire du restaurant, mais bon, tu es incapable d'avoir une V12 qui fait moins de bruit. Je te jure, je dois prendre... Mais ça vient, Inch'Allah, comme ça. Quand même. Même ça, je sais qui est opposant à une plus belle voiture que la tienne. C'est grave ça. Tu vois, mais les opposants en Côte d'Ivoire, ils se sont embourgeoisés. C'est vous êtes embourgeoisés, frère. Daouda, comment ça, émission embourgeoisée? Il a vu ta voiture, tu n'es pas simple. Ouais, communiste, c'est grave. Ouais, communiste, c'est très grave. Moi, je suis au restaurant. Mais toute la Côte d'Ivoire connaît mon katakata. Toute la Côte d'Ivoire connaît le woro que moi je roule. Mais je suis au restaurant quand même. Eh Dieu, j'ai fait quoi? Daouda, juste pour rigoler. À l'époque, quand on était jeunes, on était allé voir un de nos doyens du FPI à l'époque. Hein, et puis on dit, doyen, devant ta voiture là, il y a beaucoup de 4x4. Hein. Il dit, mais écoutez, vous savez, hein, dans les différents types de gauche là, il existe aussi la gauche caviar. On dit, doyen, c'est quoi on appelle la gauche caviar là? Donc c'est ça, Daouda. J'ai pas dit que je suis de la gauche caviar. Hein. Voilà, je rappelle ce que le doyen nous disait à l'époque. Non, toi, pour toi, là, c'est pas gauche caviar. S'il y a quelque chose au-dessus de caviar, là, c'est ça. C'est assez, quand même, c'est sérieux. Ce qu'ils appellent la gauche bling bling. La gauche bling bling. La gauche, c'est assez, les gens pensent qu'il est simple. Il n'est pas simple. C'est assez vie à turopiter ici. On va intervenir sur le sujet pour ne pas qu'on oublie nos idées. Tu vas oublier quelle idée? Tu vas venir dire quoi des bions? Le doyen va parler. Je suis concentré. Non, s'il vous plaît. Calmez-vous. C'est quand il prend la parole comme ça, il n'aime pas qu'on me fatigue. Généralement, il y a deux personnes que j'autorise à me fatiguer. C'est Serge et puis c'est Kokura. Le reste là, j'ai le bouton en main, le bouton magique en main. Non, mais de vrai, Kokura, tu as trop de groupies. Quand toi tu montes chez un panel, tes groupies là arrivent, ils fatiguent tout le monde. C'est quoi le bail? C'est quoi le bail? Oh, c'est voilà. Bon, vas-y, fais ton point rapidement. Voilà, aujourd'hui, là, on sera très serré sur le temps avec toi. Faut mettre son temps, mettez son temps. Non, laisse ça faire du temps là. Tu vas pas mettre temps. Moi, il faut le laisser. Alors, je crois que le débat, ça a commencé, hein, les élections, les analyses des candidatures. Et je voudrais féliciter Bion parce que beaucoup n'ont pas espéré qu'il puisse réunir les parrainages. Donc, il les a réunis, c'est déjà un bon signal. Et pour son âge, je crois que même si en 2025, il ne gagne pas, il pourra faire comme Laurent Gbagbo, donc, qui allait face à Oufo Boigny en 90. Et puis, d'après lui-même, les élections les urnes ont été dépouillées donc, en 2000. Voilà. Donc, je crois que c'est déjà bon. Il est encore jeune, il a 62 ans. Donc même si on met 15 ans encore sur son âge, il pourra toujours être candidat. Parce qu'aujourd'hui, Gbagbo à 80 ans, il est candidat. Afi à plus de 76 ans, il est candidat. Simone est candidate. Ouattara à 83 ans, ils sont candidats. Donc vraiment, félicitations à lui. Et puis c'est comme ça, il faut oser. Il faut avoir l'audace en politique. C'est ça qui compte, c'est vrai. Le PDCI n'a pas voulu l'accompagner, mais il va compter sur ses propres moyens, sur les Ivoiriens, comme il l'a dit, parce que nous avons 8 millions d'électeurs, 8,7. Alors, ils ne sont pas tous encartés, hein, et tout le monde est unanime pour dire qu'il y a plus d'Ivoiriens non militants sur la liste électorale que d'Ivoiriens militants. Alors, sur le comportement du PDCI, d'abord, on l'a dit hein, depuis le début, l'arrivée de M. Thiam est le plus gros opportunisme jamais vécu dans l'histoire politique donc, de l'humanité. Quelqu'un qui n'a jamais participé même à un meeting du parti pendant 25 ans, pour ne même pas dire qu'il a cotisé un rond, qui avait coupé tous les ponts avec le parti et avec son pays. Le président du parti il meurt, il vient, il prend le parti. Vraiment,
C'est une grosse surprise. Mais bon, c'est au PDCI, ça peut se passer. C'est leur cuisine interne. On n'a pas grand chose à dire là-dedans. Parce que moi, Kokora, je n'accepterai jamais ça. C'est la plus grosse des foutaises. Ça veut dire vous qui vous êtes battus envers et contre tout. En 99, le coup d'État intervient. Lui, il prend son avion, il fuit, il s'en va. D'abord, il fait partir sa famille. Lorsqu'il a appris, il a eu des informations qu'il y a eu des coups d'État, il est parti, n'est plus venu, il n'a plus demandé après la Côte d'Ivoire ni le parti. Il a même dit sur une chaîne que lui ne fait plus de politique en Afrique. Ça veut dire qu'il n'était même plus militant. Par quelqu'un qui est militant et qui se dit membre du bureau politique, il ne peut pas dire qu'il ne fait pas la politique. Il fait déjà la politique. Mais lui, il a affirmé qu'il ne fait pas la politique, il ne fait plus la politique. Il a été guéri. Mais subitement, il totalise 10 ans de bureau politique et il vient, il prend la tête du parti. Bon. Et on nous explique que ça, c'est la politique. Mais sur l'indiscipline et le choix des partis, moi, ça, venant de nos amis de l'opposition, souvent, je me pose des questions. Quand on leur reproche des choses, ils disent non, ça, nous sommes souverains. Ça, c'est vrai. Et que nous avons notre propre mode de désignation de notre candidat, selon nos tests. Mais quand on arrive à la tête du pays, ils sont contre la candidature d'Alassane Ouattara, alors que la Côte d'Ivoire a choisi ses modes de désignation des candidats. Mais eux, ils ont le pouvoir de s'opposer à ça. Mais au sein des partis politiques, on ne touche pas à ça. C'est leurs règles qui doivent être respectées. Personne ne doit en parler. Et celui qui en parle, il est indiscipliné. Voyez-vous, c'est comme ça que les gens montrent beaucoup d'incohérence. Et moi, souvent, ça me gêne. Voilà. En Côte d'Ivoire, nous avons choisi un mode de validation ou d'invalidation des candidatures. C'est le Conseil constitutionnel qui doit décider. Toute personne qui se met contre la décision du Conseil constitutionnel devient un rebelle. Ça, il n'est même pas discipliné, mais il est rebelle. Parce que le rebelle, la rébellion, c'est la remise en cause des autorités établies. Donc, il va faire face à la loi. Et ça, je suis heureux que nos amis aient rappelé que lorsqu'un parti a choisi son candidat, tous ceux qui se mettent contre ce candidat sont des indisciplinés et d'ailleurs doivent être même radiés du parti. Donc c'est la même chose. Tous ceux qui vont s'opposer à la décision du Conseil constitutionnel seront considérés pas comme des indisciplinés, mais des rebelles qui seront traités comme tels. Sur l'indiscipline, mais vraiment le frère qui vient de parler, quand vous-même vous avez encouragé l'indiscipline au FPI jusqu'à détruire ce parti, vous ne pouvez pas reprocher à des gens de pratiquer l'indiscipline. Dire que quel est ce nouvel esprit qui consiste à encourager les indisciplinés. En 2015, la majorité donc du FPI, y compris son ancien président Gbagbo à la Haye, ont estimé qu'il n'était pas temps d'aller aux élections parce que le chef était en prison. Mais un groupe a décidé d'aller aux élections à Finguessan et vous l'avez supporté. Donc aujourd'hui vous êtes frappé d'un brin de lucidité pour dire que l'indiscipline n'est pas une bonne chose. Aujourd'hui, l'indiscipline d'Afinguessan que vous avez soutenue est le résultat du PPACI et de Gbagbo lui-même. Et qui a fait qu'il a eu 2 mairies et le FPI a eu 0 mairie. Sinon, comment quelqu'un pouvait imaginer que le FPI, ce parti historique auquel les Daouda appartenaient, donc qui déjà dans les années 90, face à Oufo Boahi, a gagné des mairies, même dans des bastions du PDCI comme à Bongouanou. Ce parti-là se retrouve aujourd'hui avec 0 mairie et la branche donc qui est à 2 mairies. Mais c'est le résultat de l'indiscipline d'Afinguessan. Puisqu'ils sont passés plus de temps à guerroyer au sein du parti qu'à travailler à l'implantation du parti. À la limite, même beaucoup disent qu'ils se sont lancés des sorts au point où beaucoup sont morts. Que ce soit dans le camp donc Gbagbo et la branche Afi, mais beaucoup sont morts. Je ne dis pas que bon, c'est des rumeurs qui sont fondées, mais c'est un constat qu'on fait. Au point où beaucoup ne se parlent même plus. Donc vous voyez le résultat de l'indiscipline. Donc aujourd'hui, c'est vous qui allez donner des leçons aux gens en matière de discipline et autres. Mais bref, ça aussi, ça fait partie de l'histoire politique de notre pays. Mais moi, vraiment, j'ai félicité Jean-Louis Bion. Mais là où je ne l'ai pas trouvé courageux, à la place de Jean-Louis Bion, je m'aurais battu pour que Thiam ne soit pas président du PDC. Et il en avait les moyens. Mais dès lors que vous ne vous battez pas pour empêcher que Thiam soit président, parce qu'il ne respectait aucune des règles et des conditions donc pour être candidat au poste de président du PDC, vous l'avez laissé faire.
Mais comment vous pouvez imaginer que quelqu'un qui est le président du parti, vous allez pouvoir être le candidat du parti, alors que vous connaissez la coutume au PDCI. Le candidat, le président du parti, il est le candidat naturel. Et au Congrès, on prend une résolution pour dire en 2025, notre candidat c'est Thiam. À partir de là, vous devez comprendre que c'est terminé. D'ailleurs, la convention, c'est lui qui a nommé tous les membres du comité électoral. La liste électorale, c'est le secrétariat exécutif qui la gère. Mais comment tu vas gagner une élection? Ça veut dire qu'on va à une élection, et les membres de la CEI ils sont choisis par le président de la République, et la liste électorale est gérée par le gouvernement, et puis vous dites, non, on va aller pour gagner. Tu as gagné ça comment? Surtout dans l'environnement qu'on connaît. Hein? Mais déjà, dès le départ, il devait savoir qu'il ne pouvait pas être le candidat officiel du PDCI-RDA. Le gars n'a pas fait 10 ans au bureau politique. Mais opposez-vous à sa candidature. Vous allez en justice. Mais bon, ils n'ont pas voulu aller plus loin. Je ne sais pas pourquoi ils ont laissé tomber. Et puis naïvement penser que oui, il sera le candidat du PDCI. Mais c'est des histoires. Puisque vous-même, vous étiez au congrès électif de M. Thiam. Mais ça n'a plus de sens. Déposez les armes. Vous avez perdu. Non, vraiment. Donc, je vais dire, à un moment donné, il faut que nos hommes politiques soient courageux. Il y a une injustice qui se passe. Il faut se battre avec les moyens légaux. Et pour se battre avec les moyens légaux, prendre les tests du parti, porter plainte contre M. Thiam, contre le Congrès, comme 2 individus l'ont fait. Mais ils n'ont pas été soutenus par les biens, au point où après, ils étaient obligés de retirer leur plainte. Et puis Thiam est parti, lui-même il a dit que c'était la pire journée de sa vie. Mais pourquoi est-ce que, si tu te reproches rien là, on peut plaindre contre le Congrès et puis tu trames? Lui-même reconnaît que c'est la pire journée. Et qu'ils ont négocié avec les 2 personnes là, jusqu'à pratiquement à quelques heures du procès. Et ils retirent leur plainte. Voyez-vous? Donc ça veut dire que si ces 2 avaient été soutenus par les Bion, les Valir de Yapo aujourd'hui qui parlent là, mais Thiam n'aurait jamais été président. Puisque les tests du parti sont clairs. Pour être candidat, il faut avoir passé 10 ans au bureau politique. Monsieur Thiam, depuis le coup d'État, il n'a jamais appartenu à aucun bureau politique. Son nom n'a jamais figuré sur une liste du bureau politique. C'est le 6 mai 2023 que le président Bédié l'a nommé comme membre du bureau politique. Mais comment il peut totaliser 10 ans du bureau politique? Hein? Mais ils ont laissé passer le gars d'un président. Kokora, 30 secondes pour chuter. Hein? Voilà, donc à partir de ce moment, nos amis devaient comprendre que la bataille est terminée. Ils ont réussi dans un système matriarcal, comme ça se passe chez nous les Akans, pour mettre le petit-fils du pouvoir comme président du parti. Voilà. Et puis c'est terminé, il est le baoulé. Comme Aka l'a dit, Bion, c'est un Touareg, il doit aller être candidat au Mali, mais pas en Côte d'Ivoire, chez sa mère. Donc voilà le concept donc, du PDCI-RDA. Mais ils ont laissé faire, alors que nous sommes en démocratie, nous sommes dans une république. Si eux ils pensent dans leur esprit que c'est le matriarcat qui dirige le PDCI, il fallait leur montrer que vous êtes aussi des garçons. Et que le PDCI n'est pas une association privée, ni familiale, mais c'est un parti politique. Et tous les militants ont les mêmes droits. Sans exception. Ils devaient prouver ça. Mais bon, ils ont laissé passer. Mais pour le moment, on lui souhaite bon vent. J'espère que... En tout cas, bonne chance à lui. Voilà, en tout cas, bonne chance à lui. Et puis bon, la suite, on nous dira ce qui va se passer. Bon, d'accord. Après avoir fait le tour de la question des Bion, parce que exactement, ça fait 2h35 que nous sommes sur le cas Bion. Aujourd'hui, je pense qu'on va essayer on va arriver à un niveau où on va changer de sujet. Aujourd'hui, nous sommes à une demi-douzaine de candidatures. Non, Oui. excuse-moi. Avant de pouvoir changer le sujet ou pas, là, mais il y a Ismo qui n'a rien dit sur ça d'abord parce qu'il a écouté Serge et Kokora. Je ne sais pas s'il a quelque chose à dire. Demande d'abord bien. Ouais, tu gars là, il me fatigue quoi. Non, c'est vrai. Ismo. Kokora, Ismo, Je voulais avoir juste 2 minutes, vu que j'avais une ah motion. non, tu n'as pas voir ça, Segui. Attends Tu d'abord. vas pas voir ça, hein? Ouh, faut pas laisser. Là, même là, il sait que Khalil il est en train de négocier pour son vieux père. Donc, on a trop duré si bien. Ah. Bon, comment il s'appelle? Ismo. Vraiment, ton petit frère est en train de négocier pour toi. Dis-nous quelque chose. Est-ce qu'il est là, mais Ismo? Faut pas le complexer. En fait,
Il se pose un Canadien. Il, En fait, non. il est complexé comment? Il est complexé comment? Pourquoi il ne parle pas? Ah, tu as vu, il n'est pas là même. Il a bougé. Il a bougé. Il a bougé. C'est qu'il est là, pas pour toi. S'il ne va rien dire, mais ok, vas-y. Non, mais de vrai, en fait, il y a. Oui, La Suisse. en fait, ouais, de vrai, le sujet que je voulais aborder, en fait, c'est qu'aujourd'hui, j'ai constaté que nous sommes à une demi-douzaine de candidatures, tout et tout. Mais franchement, je suis un peu énervé, je suis agacé, c'est vrai que quand je vais lui dire, mon gars Serge va dire que oui, je suis en train de minimiser les gens, d'être arrogant vis-à-vis d'eux, mais franchement, il y a trop de candidatures farfelues, quoi, qui sont en train d'être déposées à la CEI. En fait, j'ai de la peine pour le président de la Cour constitutionnelle. Parce que tu t'imagines, tu vas aller lire une cinquantaine de noms où au moins les 3/4 ne sont même pas éligibles. Tu vois? Aujourd'hui, quand on parle de Laurent Gbagbo, il n'est pas sur la liste, il va déposer. On parle de Thiam, il va les déposer. Il y a des gens qui n'ont même pas, les Henriette Lagou, qui n'ont même pas eu de parrainage là même là. On les a jamais vus récupérer leur kit de parrainage. Eux aussi, ils vont les déposer candidature. Le jeune homme de Yopougon là, qui dit le candidat des jeunes là, le gars de, je sais pas, c'est 30 ans ou 35, 34 ans là. Je sais pas. C'est quoi le bail? C'est quoi le problème? C'est quoi le projet? Qu'est-ce que les gens recherchent? Qu'est-ce qu'ils veulent démontrer? Hein? Les amis de Sissi là, qui viennent faire c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Donc j'aimerais avoir l'avis de Ismo, le démocrate, parce que lui il est démocrate véritablement. Sincèrement. Ismo, tu es là? Je suis là, Daouda. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de toutes ces candidatures que moi j'estime être farfelues? De mon point de vue, c'est des candidatures farfelues. Voilà. Oui, comme tu l'as dit, de ton point de vue, ce sont des candidatures farfelues, mais dans un cadre démocratique, c'est des candidatures qui sont légitimes. Parce que tant aussi longtemps que la législation n'empêche pas ces candidatures-là, elles demeurent quand même légitimes. Parce que c'est aussi ça, quand on dit une des élections ouvertes à tous et transparentes, l'égalité des droits et le droit de choisir et tout, ça veut dire que ces personnes ont le droit d'être candidates et que le peuple a le droit aussi, cette liberté-là, de les choisir ou non. Donc, dans un cadre purement démocratique, pour moi, c'est des candidatures légitimes. Maintenant, comme tu le dis, de ton point de vue, on pourrait évaluer les retombées, les enjeux par rapport, je vais dire, au financement des partis politiques, par rapport au nombre pléthorique des partis politiques ou encore des candidatures et trouver des moyens pour les filtrer. Mais tant aussi longtemps que ces personnes-là respectent ou arrivent à satisfaire les conditions mises de l'avant pour être candidat, leur candidature demeure légitime. C'est tout. Non, mais Ismo, tu peux pas me dire ça. Quelqu'un, on dit non, on dit... Oui. Ismo n'a pas compris la question. Daouda est en train de dire que ces gens-là ne remplissent même pas les conditions préalables, qui sont évidentes. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a même pas récupéré les parrainages. Mais il ne satisfait pas la condition. Quelqu'un qui n'a pas sur la liste électorale. Mais il ne remplit pas les conditions. Mais Daouda est en train de dire que tous ceux-là, c'est-à-dire moi, Kokora, je vais avec mon extrait de naissance et dépose à la CEI, et la CEI envoie mon dossier au Conseil constitutionnel. Et le Conseil constitutionnel se retrouve avec 100 candidats, alors qu'en réalité, ces 100 candidats, il n'y a même pas plus de 6 qui remplissent les conditions. Tu vois? Mais comme le législateur, il y a un vide juridique, la CEI ne peut pas faire de tri. Donc tout va se retrouver devant le Conseil constitutionnel pour décider. Mais là où moi, ça me pose un autre problème, Daouda. Est-ce qu'un citoyen peut s'opposer à la candidature de quelqu'un qui n'est pas sur la liste électorale, avant même d'arriver au Conseil constitutionnel? Mais tu réponds à ta question, Kokora, tu réponds à ta question. J'ai fait ça exprès. Oui, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, tu réponds à ta question justement en disant que, parce que moi je reste dans le cadre juridique. Et je suis d'accord avec vous pour dire que si les personnes ne respectent pas, mais la meilleure façon de savoir que ces personnes-là ne respectent pas les conditions, c'est à quelle étape du processus qu'on détermine cela. Et qu'est-ce que... La réponse même voilà, et tu le dis toi-même. À quel moment est-ce que, tu poses la question, est-ce qu'un citoyen peut s'opposer à une candidature avant? Pour moi, je peux répondre tout simplement que c'est non. Je vais dire, je n'ai jamais vu ça.
Donc, dans qui la doit pratique. décider? Qui doit décider? Ben, tu l'as dit, le Conseil constitutionnel. Voilà, donc, Ismo, pourquoi est-ce que il y a des individus dans nos sociétés qui s'opposent déjà à la candidature de quelqu'un? Si on est tous d'accord que Laurent Gbagbo, par exemple, il n'est pas sur la liste électorale, mais même la CEI ne peut pas s'opposer au dépôt de sa candidature, et qu'on est tous d'accord que c'est le Conseil constitutionnel qui doit trancher, pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui s'arrogent du droit de décider à la place du Conseil constitutionnel? C'est vraiment la question que je me pose. Oui, mais moi je te comprends aussi. Ça reste des prérogatives personnelles qui sont totalement en dehors de toute procédure et tout processus du point de vue légal. Toute procédure légale, c'est ça, non? Oui. Ok, merci. C'est ce que je voulais savoir. Merci. Franchement, cette histoire-là. Bon, vas-y. Ouais, Kaze, vas-y, Kaze. Non, moi je crois que je me suis déjà exprimé sur le sujet. Moi j'ai dit c'est la faute à la CEI. C'est-à-dire on a confié une institution à un monsieur qui s'appelle monsieur Cubier, mais il peut faire quand même évoluer la loi. Parce que, moi, je comprends pas. Comment est-ce qu'on peut donner des kits de parrainage à quelqu'un dont on sait pertinemment qu'au bout du processus, là, sa candidature sera rejetée? Celui qui a 30 ans, par exemple. Pour être président de la République, on dit, la Constitution dit 35 ans. Mais Kaza, pardon de te couper, mais non, pardon. Quelle est la loi? Quand tu dis qu'il doit faire évoluer, d'abord, c'est pas Cubier qui il n'est pas législateur, il vote pas. Maintenant, parce que lui, il travaille sur la base d'une loi, qui est le code électoral. Quand il regarde dans le code électoral, quel est le pouvoir que la loi donne à la commission électorale indépendante pour rejeter donc la demande de candidature de quelqu'un? Est-ce qu'il y a une loi qui lui permet de faire ça? Mais justement, c'est pour ça que j'ai dit qu'il doit faire évoluer Kokora. Mais ce n'est pas lui, Kaza, c'est les députés. Voilà pourquoi j'ai dit il y a un vide juridique. Il ne faut pas accuser le monsieur pour la. Je sais qu'il a beaucoup de tort, Kaza, mais dans la vie, il faut avoir un peu peur de Dieu. La mauvaise foi n'est pas toujours bonne. Si tu me dis qu'il y a une loi, moi, si tu me dis non, c'est le Guy, Kokora. Il faut avoir peur de Dieu quand même. Ça dit, quand tu regardes, si tu dis qu'il y a une loi que Cubier n'applique pas, tu vois, si on dit qu'il y a une loi que Cubier n'applique pas et il amasse tout le monde, là, il peut être d'accord avec toi. Mais toi-même, là, quand tu regardes dans la loi, là, Cubier dispose de quel levier pour refuser à quelqu'un un kit de parrainage? On n'a jamais dit que quelqu'un qui n'est pas sur la liste électorale ne peut pas prendre le parrainage. C'est écrit où? On dit qu'il ne peut pas être candidat. Mais ce n'est pas Cubier qui décide de qui doit être candidat, qui ne peut pas être candidat. Ce n'est pas à son niveau. Voilà, Moi-même là, mon problème même là, tous les candidats qui ont pris les téléphones de la CEI là, c'est ça, ils suivaient. Hein. Pareil, les 100 téléphones qui sont donnés, ils n'ont qu'à ramener. Hein. Ils n'ont qu'à ramener les téléphones là. Lucas nous a dit qu'il y en a qui n'ont pas ramené, il y en a qui ont perdu les poches, il y en a qui ont perdu les sacoches, il y en a qui ont bloqué les chargeurs. Voilà. Tu as vu comment ils sont malhonnêtes encore en plus. Non, mais ça, c'est un problème d'organisation. Ça, c'est un problème de la CEI elle-même. Et je pense mais c'est ça, moi, je le martèle. Je dis, mais c'est la faute à M. Cubier. J'ai peur de Dieu. Mais on lui a donné une institution. Il peut faire évoluer les choses. Quand, par exemple, M. Cubier nous dit qu'il a réuni l'opposition pour leur dire que la révision de la liste électorale annuelle, là, c'est impossible. Qu'est-ce qui l'empêche? Pas la question qu'on t'a posée. Non, mais la question qu'on t'a posée. Non. La question qu'on t'a posée, c'est sur les candidatures. Il ne faut pas nous ramener dans RLE. On a tellement débattu. Tu n'aimes pas qu'on te coupe. On a tellement débattu sur ça. Tu vas nous ramener à c'est pas ça. Je donne des exemples pour démontrer l'incompétence de M. Cubier. C'est tout. Non, voilà. Ça, là, moi, je suis pas d'accord avec toi. Non, oui, je suis que tu n'es pas d'accord avec moi. C'est le but. C'est ça un débat. Si on est tous d'accord, on ferme le panneau, ça a dormi. On va plus faire débat. Moi, j'ai dit, il peut faire, regarde, lui-même, Kokora, lui-même, là, avec son adjoint, ils ont déclaré à la télé que les gens qui n'ont pas leur nom sur la liste électorale, là, ils ne doivent pas avoir des kits de parrainage. Et dans la faisabilité, on voit qu'ils donnent des kits de parrainage à des gens comme à M. Thiam, à M. Gbagbo, qui n'ont pas le nom sur la liste électorale. Pourquoi mais Kaza, rapidement, avant que je ne donne la parole à Abbas pour faire sa petite motion, de toi à moi. Est-ce que toi, tu penses que si Cubier refusait, Oukourama est tombé, s'il refusait de donner les kits de parrainage au PPACI là, tu es sûr que
ou bien au PDC, tu es sûr qu'on allait respirer? On n'allait pas respirer. Mais sur la base de quoi il n'allait pas leur donner le kit? Je ne comprends pas. Mais parce qu'il se passe sur la liste. Et donc c'est Cuibier qui est la Cour constitutionnelle. Justement, regarde, écoute, vraiment, tu es en train de nous amener dans un autre débat. Non, mais je comprends pas. Il a un rôle administratif de faciliter la tâche à ceux qui veulent faire acte de candidature. C'est ça son rôle. Bon, maintenant vous voulez lui donner un rôle de sélection des candidatures. C'est ce que je comprends pas. Je veux dire, je comprends pas ça. C'est sur quoi il s'appuie pour sélectionner des candidatures. On peut pas parler tous ensemble, c'est compliqué. S'il vous plaît, c'est pas mieux de mettre le temps. Non, moi c'est juste des questions pour comprendre la question, pour comprendre le pouvoir que vous voulez donner à Cuibier de sélectionner déjà des candidatures. C'est ce que je veux comprendre. Non, effectivement. Effectivement, je suis d'accord avec Serge Assé. Je suis d'accord avec Serge Assé. Voilà. Mais, permettez-moi, s'il vous plaît, c'est pas une question, en fait. C'était une hypothèse que Daouda a émise. C'est une hypothèse. Et tout à l'heure, même quand toi-même tu parlais là, tu as dit que c'est pas à M. Cuibier de décider qui peut être candidat, mais qui peut pas être candidat. Donc, sur ce principe-là, on est tous d'accord. C'est ça Daouda a dit. Si dans ce pays-là, on n'avait pas donné quitte à PPACI et puis PLCI, sachant très bien qu'ils ne sont pas sur la liste là, ça allait devenir un tollé ici. C'est une hypothèse, donc il ne faudrait pas qu'on s'attarde dessus. Quand quelqu'un parle en hypothèse, il ne faut pas s'attarder dessus, c'est un débat, il faut qu'on évolue. Merci. Bon, Je peux réagir 2 minutes, s'il vous plaît. C'est pas une hypothèse. monsieur, Il est en train de bon, dire. on m'avait coupé la parole. Ça dit, en fait, c'est que la question que ça soulève, c'est le vide juridique. Il y a un vide juridique parce que, voyez-vous, ça fait que non seulement ça donne plus de boulot à la CEI, par exemple, au niveau des tablettes. Imagine s'il y a 150 personnes et beaucoup ne n'ont même pas l'âge, et puis de façon amusante, vont prendre les kits de la CEI. Et elle oublie de les donner. Mais il faut évoluer, il faut faire évoluer la loi. Je suis d'accord avec Kaza. Mais là où il se trompe, c'est qu'il met la charge sur Cuibier. Il dit que ce n'est pas logique. On doit travailler à rendre nos processus électoraux très sérieux. Parce que c'est que le jeune qui a 34 ans, lui-même là, il n'a pas l'âge. Mais il va prendre parrainage. Il va prendre les kits, il va aller s'asseoir à la maison. Après, il va dire qu'il a perdu ça. Est-ce que tout ça, c'est logique? Mais c'est parce qu'il y a un vide juridique. Donc, ce n'est pas une hypothèse. Il pose un vrai problème qui nous amène à réfléchir. Qu'il faut prévoir une loi pour dire, déjà, parce qu'on connaît les conditions d'éligibilité. Il faut avoir l'âge requis, il faut avoir ceci, cela. Mais tu n'es pas sur la liste électorale, tout ça. Donc, il y a une loi qui doit être prise pour dire, quelqu'un qui ne remplit pas les conditions déjà édictées, on ne parle même pas de l'interprétation des lois. Mais déjà, les conditions, tu n'as pas 34 ans, ce n'est pas la peine. C'est comme quelqu'un qui t'a passé concours de l'ENS. On dit il ne faut pas plus de temps. Tu vas déposer, tu n'as pas déposé ton diplôme. Est-ce qu'on va prendre ton dossier? On rejette. C'est ce qu'on doit voir comme projection pour éviter ce type de plaisanterie. Parce que c'est de la plaisanterie. Hein? Le gars n'a même pas atteint l'âge, il a 18 ans. C'est comme si demain, quelqu'un a 18 ans et puis se présente et dit, moi, je suis venu prendre kit pour aller faire parrainage. Est-ce que ça, là, c'est sérieux? Et ça va arriver. Ça va arriver. Bon, rapidement, Abbas, tu voulais dire quelque chose. Dis-moi, c'est quoi ta motion? C'est bizarre, hein? Tu es en pause, même t'entends. Donc, si tu peux descendre pour remonter. Non, effectivement, c'est bizarre. Il a en pause, micro fermé, mais il parle, on l'entend. Voilà. Donc, s'il peut dire, c'est mieux. Abbas, vas-y. Oui, alors, il y a quelque chose que je voulais quand même porter à l'attention des uns et des autres. De ma toute petite expérience et mon bref passage à la CEI, je me suis rendu compte qu'en fait, je peux vous dire que le processus de validation d'une candidature, en fait, c'est difficile de confier ça, même quand on parle d'un premier tri sélectif, mais ça sera difficile de confier ça à la CEI. Pour quelle raison? Vous savez, ce sont des décisions juridiques. Ces décisions juridiques-là demandent parfois la consultation de plusieurs documents.
Et en tant que président de CEI, ça sera difficile pour M. Cuibert de pouvoir avoir accès à l'intégralité de tous les documents. Alors qu'un juge a légalement le pouvoir de pouvoir réquisitionner tout type de documentation à l'effet de pouvoir faire les vérifications nécessaires. Donc mettre ça au niveau de la CEI, ce serait très compliqué. Ça sera vraiment très compliqué. C'est vrai qu'on a des notions, on a des conditions quand même qui sont assez basiques, mais il y a des conditions qui sont beaucoup plus complexes. Imaginez-vous que quelqu'un vienne déposer un faux extrait de naissance dans son dossier de candidature. Quel moyen légal M. Cuibert a dans le temps d'analyse pour pouvoir s'assurer que l'extrait de naissance, de par son fait, est vrai ou bien est faux? Il n'y a qu'un juge qui a cette possibilité de pouvoir accéder à tous les registres d'état civil, faire les réquisitions nécessaires pour pouvoir statuer sur pièce. Donc, c'est vrai que dans la pratique, ça pourrait être une idée, mais dans les faits, dans la théorie, ça pourrait être une idée, mais dans les faits, dans la pratique, ça va être un exercice qui sera trop complexe pour pouvoir le confier. Et puis, même si la CEI même rejetait, le gars, il a toujours le recours. Donc, ça va toujours finir au Conseil constitutionnel. Donc, dans la pratique, ça va être compliqué à implémenter. Peut-être qu'il y aurait une autre approche qu'on pourrait proposer après, qui pourrait peut-être faciliter les choses ou donner des habilitations nécessaires au président de la CEI pour pouvoir accéder à toutes ces informations dans tous les départements ministériels ou même dans toutes les officines publiques qui le requièrent. Voilà, c'était ce que j'avais envie d'ajouter. Ok, Ismo, vas-y, Khalil, on va prendre tous ceux qui n'ont pas parlé rapidement là. Abbas, je viens, Serge, je viens. Non, je voulais lever l'objection. Il n'y a pas de problème, tu vas le faire, t'inquiète pas. Parce qu'en fait, il y a mon gars qui est en bas, depuis là, il n'y a pas de place. Donc, il faut qu'il trouve de la place. Ça, c'est sûr et certain. Donc, je voulais que Cheikh s'exprime, après Diane s'exprime. Paris, c'est mon gars. Voilà, il a les doigts en forme, il n'a qu'à tapoter. Voilà, donc, Ismo, vas-y. Je voulais rebondir rapidement par rapport à Abbas. Sans être long, si tu es sûr que tu ne seras pas long, d'accord. Non, ça va être long. Je ne serai pas long. Alors, okay. Abbas, faut pas instituer une impossibilité, je vais dire, a priori. On peut toujours réfléchir, nos législateurs peuvent réfléchir et puis trouver des éléments objectifs sur lesquels, par exemple, de façon administrative, la CEI peut se prononcer déjà. Si, par exemple, on estime que la Constitution dit 35 ans, on peut toujours réfléchir, on est des êtres humains, on peut créer, c'est notre pays, c'est nous, on trouve nos lois. On peut estimer qu'un dossier dont l'âge n'atteint pas, par exemple, l'âge constitutionnel, le seuil constitutionnel, on peut estimer que c'est un document administratif manquant. Donc, on peut donner le pouvoir à la CEI déjà sur cet acte administratif manquant-là par exemple, de récuser le dossier. On peut dire, par exemple, il faut la garantie de caution là. Il faut que la CEI s'assure de la disponibilité des fonds. Si on dit la garantie de caution, les 50 millions là. Voilà. Le chèque que tu vas envoyer là, on peut donner compétence à la CEI de vérifier administrativement la disponibilité des fonds. Et donc, si la CEI constate que les fonds ne sont pas disponibles, on peut lui donner le pouvoir de prendre une mesure administrative là. Tu vois, non, c'est par exemple un exemple. C'est un exemple de mesure qu'on peut prendre pour faire un certain nombre de tri. Voilà, c'est pour dire que c'est pas impossible si on réfléchit à la question. Ok, c'est bien noté, merci. Ismo, plus de 45 secondes. Oui, merci, 45 secondes. Et moi, j'allais juste dans le même sens que Serge, que dans le processus, on a quand même des éléments qui sont purement administratifs. Avant de remettre les tablettes, c'est très clair, si tu n'es pas sur la liste électorale, on sait que tu ne peux pas être candidat. Donc ça, on n'a pas besoin d'aller à la Cour constitutionnelle pour cela. C'est des choses qui peuvent se régler dès le début déjà. Et ça, je pense pas qu'on a besoin même d'une concertation législative ou quoi que ce soit. Ça c'est des choses qui sont des documentations. Tu arrives, tu veux pour tel candidat, il est sur la liste, on donne. Il n'est pas sur la liste, on donne pas. Maintenant, moi je comprends que la CEI malheureusement a créé ce flou-là à cause de la fébrilité du contexte sociopolitique. Parce que en ne remettant pas des tablettes pour des candidats comme Thiam ou encore pour Laurent Gbagbo, ils ont eu peur en réalité qu'il y ait des troubles
préélectorale, ils ont préféré pousser ça peut-être jusqu'au Conseil constitutionnel. Mais sinon, ce problème aurait pu être réglé dès ce moment-là. C'est-à-dire, vous n'êtes pas sur la liste, vous n'avez pas droit. Sinon, le parrainage, ça sert à quoi si vous n'êtes même pas sur la liste? Voilà. Ça, c'est des choses qui peuvent régler. C'est ce que je voulais dire. Merci. Dans l'intervalle aussi, en ce moment-là, nos amis d'à côté n'avaient toujours pas de candidat. Hein. Non, mais attends, effectivement, mais Ismo, ça dit, si la CEI fait ça, mais tout le monde peut le poursuivre. Parce qu'il s'appuie sur quel droit pour faire ça? La CEI ne peut pas décider d'elle, mais c'est le problème. C'est une question de droit. Quand tu refuses le parrainage ou bien les quittes à quelqu'un, il faut que tu lui expliques sur la base de quel droit tu disposes pour le faire. Parce que comme je l'ai dit là, le processus électoral là, la CEI travaille sur la base du code électoral. Donc n'importe qui peut poursuivre la commission électorale indépendante. Oui, mais effectivement, ils ont essayé, écoute. Effectivement, ils ont essayé. Et c'est ce que Alain Debout est venu dire. Même quand il a dit à la télévision, André lui a posé la question, il n'a pas pu répondre pour dire, bon, donc vous êtes devenu le conseil constitutionnel. Ils ont été coincés là. Et après même, ils se sont rendus compte qu'effectivement, il n'y a pas de loi qui leur permet de faire ça. Donc, tu ne peux pas décider de toi-même. Donc, comme l'autre l'a dit, Serge l'a dit, ça dit qu'il faut déjà prendre des mesures pour dire, pour des documents administratifs, quelqu'un qui n'a pas déposé son chèque, ça c'est un dossier manquant. Il n'y a pas à interpréter. Quelqu'un qui n'a pas atteint l'âge, il n'y a pas à interpréter. Hein? Quelqu'un qui n'est pas sur la liste électorale, il n'y a pas à interpréter. Tu n'es pas dessus, tu n'es pas dessus. Et on devrait même paramétrer les tablettes de sorte que celui qui n'est pas sur la liste électorale qui s'en va solliciter le parrainage, ça rejette automatiquement. On ne peut pas entrer les données. Tu vois? Mais c'est ça la difficulté. Il n'y a pas de loi qui leur donne ce pouvoir de le faire. Il n'y en a pas. Et donc, n'importe quel avocat peut les poursuivre. Pour dire que c'est une violation de leurs droits. Tu vas dire quoi? Oui, je te comprends, Kokora, mais moi, je te donne un exemple tout bête, très rapidement. Tu sais, quand les gens soumissionnent pour des grands contrats, moi, j'ai travaillé au ministère, en tant qu'étudiant, hein, au ministère comment on appelle ça, du transport, au Québec, ici, quand j'étais étudiant et tout. Mais quand les gens soumissionnent, tout le monde a le droit de soumissionner. C'est exactement comme les dépôts des candidatures. Tout le monde a le droit de soumissionner. Mais toutes les soumissions qui vont être retenues vont aller à l'Assemblée nationale qui va statuer. Mais avant d'aller à l'Assemblée nationale, ça passe par nous qui prenons tous les dossiers, on recalcule tous les montants pour voir est-ce que ça correspond. On regarde, comme vous l'avez dit, tous les chèques de garantie qui sont dessus. Est-ce que on va choisir les conditions qui sont établies par le ministère et on va choisir les 3 qui vont correspondre au plus bas soumissionnaire et avec les conditions strictes. Et après, ce sont les 3 qui vont à l'Assemblée nationale. Les autres, on retourne tous leurs documents. Tout simplement. Voilà, il y a une première évaluation qui est capable d'être faite. Mais ça, c'est parce que, Ismo, c'est encadré par une procédure qui est déjà établie. Oui, c'est ça. Ça veut dire qu'on peut établir la même procédure. Voilà, mais c'est ce que j'ai dit, mais pour le moment, ce n'est pas établi. Mais en vérité, Ismo, il y a un paramètre que tu es en train d'oublier. C'est une question de politique. Je prends un exemple banal. On est en Côte d'Ivoire ici. Le PPACI. Oui, Gbagbo est radié de la liste électorale. Mais s'ils viennent, le FPI dit... Parce qu'en fait, le parrainage, là, c'est vrai, c'est fait pour une personne, mais si un parti politique vient, le FPI peut prendre le parrainage, et puis, à la veille de la date limite du dépôt, là, ils portent tous les parrainages sur une autre personne. Ils peuvent le faire. Pourtant, c'est au nom de Laurent Gbagbo qu'ils ont retiré, en fait. Donc, pour les partis politiques, la condition devient un peu plus complexe. Et je pense que, idéalement, comme Kokura et Serge le disent clairement, il faut mettre les balises dès le départ, en fait. Et moi, je pense que, en la matière, il faut que dès l'année prochaine, pour moi, hein, le législateur doit s'asseoir véritablement pour débattre, pour discuter clairement pour le reste, pour les années à venir, pour la loi électorale. Mais deuxième chose, pour l'article 48, il faut qu'on puisse en discuter. Sérieusement, on a trop de lois bizarres. Bon, il ne faut pas y parler comme ça. On a trop de lois compliquées, on ne comprend pas. Il faut qu'on fasse évoluer les choses. Parce que depuis 1800, 1700, on est dans les mêmes choses. Ça revient, c'est fatigant. Et toujours, on n'est pas comme les pays comme les États-Unis, le Canada, la France, où les gens peuvent comprendre des choses. Mais chez nous ici, là, tout est sujet de palabres. Tout est sujet de palabres. Franchement, moi, je vous assure, hein, ça m'agace au plus haut point. Parce que ça nous fait bavarder pour rien. Pour des broutilles.
Gbagbo là, il fout quoi là? Il fout quoi dedans? Tu sais que tu peux pas. Cham, il fout quoi dedans? Hein? Les finis là, qui n'ont pas 50 millions là, ils foutent quoi dedans? En temps normal là, on doit donner les pleins pouvoirs à la CEI pour dégager tout cela. Et puis on passe à autre chose. Parce que le jour de, on va aller lire, le conseil constitutionnel doit lire là. Mais souvent, le gars, il va lire pendant près de 2 heures. Il est en train de lire des noms. Ils vont, ayez pitié des pauvres chargés d'études qui vont écrire tous ces textes-là. Mais Daouda, il le fait une fois tous les 5 ans aussi, hein. Un mot rapidement. Vraiment, Cheikh, vas-y. Permets à Cheikh de parler. L'autre sujet là, on m'a bloqué, ça là encore me bloque. Ce que moi je vais dire là, comme Kokora et puis Serge l'ont dit, ils disent qu'il y a un vide juridique. Mais moi je pense que face au vide juridique, il faut un civisme. Et tout le problème aujourd'hui qui fait que les gens vont déposer leurs demandes là, pour moi, hein, je peux me tromper, mais c'est la faute au président Thiam et au président Laurent Gbagbo, qui sont des chefs de partis politiques qui auraient dû donner l'exemple de civisme. C'est-à-dire, oui, je ne respecte pas les conditions. Donc je jure que tu vas nous faire virer dans la politique. Non, je donne mon avis et je donne la solution immédiate. Chef, moi, je ne suis pas d'accord avec Thiam, mais cette fois-ci-là, c'est pas le fond. Au bout de mes Écoute, en 2020, là, il y a quelqu'un, un instituteur qui a mis ça au dos, là. Il allait déposer extrait de naissance et puis c'est terminé. Non, je viens. Je viens. C'est pas eux. Non, Kokora, cette année, ça va. Pourquoi je parle de civisme? Je t'explique. Dans les pays développés où nous sommes là, où toi tu as vécu là, souvent même quand il y a un vide juridique là, souvent les gens ont un civisme tellement élevé que quand ils ne remplissent pas les conditions dans quelque chose là, ils n'y vont pas. Et puis pour moi, j'ai une question avant de proposer la solution. Si le PAJU en Côte d'Ivoire était pénalisé ou bien est pénalisé, je ne sais pas, je pense que la solution la plus simple pour la CEI de résoudre le problème, c'était quand les gens viennent déposer leur candidature, de mettre un ordinateur, de mettre les différentes conditions et de demander à la personne, critère 1, est-ce que tu remplis oui, jusqu'au dernier critère. Et à la fin, lui faire signer une déclaration personnelle. Oui, je consens que toutes les réponses que j'ai répondues là sont bonnes par rapport à ma situation ou bien sont conformes à ma situation. Et puis, même un petit test juridique, si tout ce que tu as déclaré là, s'il y a du mensonge dedans, et tu risques d'être peut-être poursuivi, ça pouvait être quelque chose de dissuasif aussi pour diminuer le nombre de candidats. Ça, c'était une solution très peu coûteuse, mais je ne sais pas la loi sur le PAJU, qu'est-ce qui est dit dessus en Côte d'Ivoire parce que je ne connais pas le droit. Mais un simple ordinateur et puis la personne coche. Maintenant, si on se rend compte qu'il a menti, il ne respectait pas les critères là, je pense que si dans le retour des listes des personnes désignées là, s'il reçoit une amende là, je pense que ça va dissuader les autres pour l'élection prochaine. C'était quelque chose de simple à aussi essayer. Ça c'est une très belle idée. Une très très belle idée. Ça dit toi-même, il y a des conditions. On dit bon, est-ce que tu es sur la liste électorale? Tu dis oui. Est-ce que tu as payé tes 50 millions? Tu dis oui. Est-ce que tu as recueilli les parrainages? Tu dis oui. Et puis à la fin, effectivement, tu signes. Si tu ne remplis pas les conditions, l'analyse donc de tes dossiers, si tout ça manque, tu vas payer soit 20 millions ou bien si tu ne payes pas, tu vas en prison. Voilà. Par exemple, effectivement, ça peut être possible. Il faut des choses comme ça, effectivement. N'importe quel informaticien te fait ça en 10 minutes et puis c'est disponible pour la CEI. Maintenant, je ne sais pas qu'est-ce que les lois en Côte d'Ivoire disent sur le PAJU, mais je sais que généralement ici là. Le PAJU est condamné ici, frère. C'est le PAJU là qui est condamné. Bon, après, les CGAC et puis les CASA là, eux, ils font PAJU tout le temps. Mais si tu les mets en prison, on va dire que c'est prisonnier politique. Oh, il s'est parjuré. Le PAJU est condamné lorsque, comment on appelle ça, lorsque le serment est recueilli. C'est-à-dire, tu vois, par exemple, le président de la République, on recueille son serment, il prête serment. Voilà, donc s'il se parjure, c'est parce qu'on a recueilli son serment. Voilà. Mais là, tu sais que, je viens, Cheikh, je viens. Tu sais que Demba Pierre, là, il s'est parjuré, non? Son serment a été recueilli. Et puis, il est parti s'est parjuré. Oui, bien sûr.
Ah, quand on rentre la CEI, là, Demba Traoré, oui, Demba Traoré. Ah, oui, ok. Ben, il n'est pas parti, il a suspendu sa participation. Non, mais c'est un parjus. C'est un parjus. C'est un parjus. Toi, tu le sais, tu sais que c'est un parjus. Mais si lui, on le prend, on le fout en prison, là, les Serge Haché, là, on va passer une semaine, on ne va pas réfléchir à cause de lui. Le gars du PDCI, là, est parti, c'est parjuré. Mais c'est incroyable, quoi. Sinon, check. Le parjus, là, effectivement, c'est condamné par la loi en Côte d'Ivoire ici. Mais, comme vu le contexte sociopolitique, tout et autres, tu vois, il y a des contingences sociologiques, il y a trop de contingences. Donc ça fait que les gens laissent couler. Mais arrivé à un moment là, il faut qu'on apprenne à respecter nos lois. Non, mais ça, c'est ça qui me fatigue. C'est-à-dire, pour la paix sociale, on dit non, il faut faire respecter la loi. Honnêtement, hein, ça, c'est quelque chose que ça m'horripile. Franchement, les histoires de... comme ce que tu es en train de dire, attends, le parjus s'est condamné. Non? Il s'est condamné, il faut condamner la personne qui parjure, c'est tout. Vous nous dites non, que les Serge Haché là, ils vont venir se plaindre. Attends, tu ne veux pas te plaindre, ou bien les Casa là vont venir se plaindre. Non, il faut faire respecter la loi. C'est ce qui fait qu'on n'évolue pas en Afrique. C'est la vérité. Donc après, quand nous on va faire nos 4 mandats, ils vont se plaindre. Non, mais il y a trop. Bon, regarde, écoutez, s'il vous plaît, vraiment, il y a des gens qui ne peuvent pas faire descendre. Mais vraiment, je suis obligé de faire descendre une personne pour faire monter Paris. Voilà, Paris. C'est pas question d'un gars de RGB. Paris, c'est mon gars. Oui, je vais céder ma place là. Non, mais reste ici. Non. Voilà. Paris, depuis là, le gars, il est en bas. Il sent que sa gorge démange. Il a envie de venir raconter des bêtises sur les gars. Il veut venir, je sais qu'il veut venir dire des bêtises sur les... Que les Casa sont avatars, que les Foucault ont leur photo, et que les Serge Haché là, on connaît le discours, donc fallait me dire, moi j'allais te dire tout ça, et puis tu allais te faire gagner du temps. Mon Paris, comment tu vas? Je vais bien. Ah. En fait, tu sais que quand tu n'es pas sur le panel, là, tes conneries, là, souvent, ça me manque. Tes bêtises. Comment Casa, il est avatar. Khalil, c'est un avatar, mais c'est un bon avatar comme il est du RHDP. Vas-y, termine. Ben oui. Attends, chacun prêche pour sa chapelle, non? Quand vous partez au funérailles chez Flavio là-bas, quelqu'un se plaint? Je te dis, le panel de Flavio là, c'est un mur de lamentation. Hein. Il dit, ça pleure. Et la dernière fois, il y a vu Kokora là-bas, il dit, Kokora, toi aussi, tu es fort. Kokora, tu fais comment? Explique-nous bien. C'est que Kokora, on dirait, il fait le tour de tous les panels. Ah, Kokora, tu fais comment? Donc, moi, je sélectionne mes... Et puis souvent, je suis là et puis les gens m'envoient invitation. Bon, comme je ne veux pas refuser, donc je monte, tu vois, non? Non, je monte. Mais le panel de Flavio, il fait l'effort de bien organiser. Hein. Même quand ces gars, les jeunes premiers viennent jouer les impolis, là, en tout cas, il fait l'effort de recadrer. C'est quand il arrive sur ton panel, il joue les zouaves. Sinon... donc c'est quand il est chez moi ici, il fait le fou. Ah, c'est un bon modérateur, hein, Flavio. Oui, sinon il est c'est un très bon modérateur. Et il ne permet pas qu'on manque de respect à quelqu'un. Hein. Yeah. En tout cas, quand il organise, c'est bon. C'est quand il vient ici, là. Et Kokora, merci pour hier. Bon, je sais qu'il y a des gens qui sont en bas, qui nous entendent, ils vont encore nous... Quand on a été pris à partie par nos frères, on n'a pas été tendre avec vous. Ouais. Mais Kokora, qu'est-ce qui s'est passé? Vraiment, cette histoire-là, j'ai raté cet épisode-là. Ils ont fait un panel et puis ils ont convoqué Flavio et Casa pour leur reprocher le fait qu'ils partent sur les autres panels pour débattre. Et que Flavio et Casa vont donner de l'audience à d'autres panels au lieu de venir là. Mais Flavio leur a expliqué, il dit c'est pas parce que je vais leur donner de l'audience, mais c'est eux-mêmes qui nous donnent de l'audience. Parce qu'aujourd'hui, les panels que j'organise là, mais souvent je mange jusqu'à 600.
Parce que je suis allé me faire un nom là-bas. Des gens se sont abonnés à moi. Et donc, quand je lance mon panel, ceux qui me connaissent sur les autres panels, ils viennent. Et puis, quand j'invite les autres, les Kokora, les Tchélé, les Sejacé, quand ils viennent là, eux aussi viennent avec leurs followers. Ce qui fait que l'audience augmente. Mais vous, non seulement vous êtes entre vous, vous dites les mêmes choses. Et puis, donc personne ne vient, vous allez rester 60, 70 personnes. Tu vois? Donc, et pour eux, bon, les gens, en tout cas, c'était un procès, hein, mais en fait, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris, voilà pourquoi ils restent toujours avec une audience qui n'évolue pas. Parce que si vous restez entre vous et que personne ne vient là-bas, vous allez tous chanter des louanges de Tia, même vos propres gars, ils ne seront pas intéressés. Parce qu'à la fin, vous allez dire les mêmes choses. Vous allez toujours dire, Tia, mais bon, il a fait ici, ça là, les gens connaissent déjà. Donc, comment quelqu'un va prendre son temps, 1 heure, 2 heures du temps pour aller écouter les mêmes choses? Ce qu'il a écouté hier, là, vous allez venir dire ça. Mais à la fin, il n'y a plus de curiosité, il n'apprend rien. Donc, quand vous invitez 2 ou même 2 gars là-bas, et puis le débat devient un peu houleux, non seulement il est énervé, mais il est en bas, il attend que vous le déconstruisez, donc ça rend la chose intéressante. Tu vois, c'est un peu comme les 360. Et moi, je le dis toujours, si aujourd'hui 360 d'Ali là est devenu une émission de référence, c'est parce que les gens attendent des débats chocs chaque dimanche. Ils attendent que, oui, Mamadou Touré face à Katina. Mais ça là, c'est une audience qui explose. Parce qu'on sait que ça sera chaud. Donc les gens vont venir. On demain Kokora face à Steve Biko. Ah, il y a quel papa encore qu'ils vont casser. Ça fait que les gens vont venir. Mais si vous mettez des gens qui vont dire les mêmes choses, mais qui va aller perdre son temps? Ça devient ordinaire, il n'y a rien de nouveau. Donc ça passe. Comme on le dit en journalisme, c'est le train qui vient en retard là. C'est ça qui intéresse le lecteur. Sinon, mais tu sais, Kokora, je te fais une confidence. Tu sais que depuis qu'on a commencé à structurer le panel, depuis un certain temps, tout et tout, les gens qui se jouaient les intelligents, ils connaissent tout, ils maîtrisent tout, tout et tout. Quand ils ont vu que sur le panel maintenant là, hey, tu t'amuses là, on déchire ton caleçon là. C'est ça qu'ils viennent plus, non? Ils viennent, ils sont en bas, hein. Ils les voient, mais ils montent pas. Juste ce qu'ils cherchent. Parce que le niveau est trop. Oui. C'est pour ça que moi-même, là, si tu as remarqué, moi, ma posture, depuis un moment, moi, je suggérais ça. J'ai été jusqu'à l'extrême la dernière fois à dire il faut faire ça payant. Mais je dis que après ça, c'est ton panel, hein. Tu décides de recevoir qui tu veux, tu décides des thèmes. Mais l'esprit du débrief du soir, par exemple, ça a du sens. Mais à la limite, essayer de, pas segmenter, mais faire de sorte à ce que il y ait des jours dans la semaine ou bien en fonction de ta dispo, bien entendu, hein, parce que tu n'es pas, c'est pas ton business, je dis, tu n'es pas employé de qui que ce soit ici. Mais faire de sorte à ce que peut-être week-end, on parle politique, semaine, on parle sujet d'actualité, sociétal, tout ça, et de sorte à ce que peut-être il y ait une espèce de, je vais pas dire salade ou melting pot, mais il y a plus d'interaction pour éviter que ce soit plus de funérailles toute la semaine, tu vois. Parce qu'après, ça devient barbant, quoi. Parce que on entend les mêmes choses. Bon, malheureusement, là, on va aller aux élections. Nous, on a des candidats coriaces face à nous, les Assalé, les Tobi, là, que tu as été d'ailleurs allé parrainer aujourd'hui. C'est vrai que c'est des très grands candidats, mais bon, je veux dire, tout le temps parler politique, à un moment donné, ça donne mal aux oreilles, quoi. Mais je pense que à ce niveau-là, cette complainte que tu es en train de faire là, elle s'adresse directement à Kokora et à Serge, parce que les deux, quand ils se retrouvent quelque part, c'est eux qui ont tendance à tout. On est en train de parler d'un truc simple, Kokora va tirer ça pour mettre dans la politique forcée. Oui, sérieux. Faut pas, même dans votre émission là, est-ce que tu sais que quand vous finissez la première partie qui est consacrée à la politique, là, le reste, là, moi, je ne suis plus. Et puis, beaucoup de personnes ne suivent pas. Voilà. Mais, attends. Si, à l'heure, là, on va vers les élections, c'est un moment important de débat. Mais tu n'as pas fait parler de politique, tu allais parler de qui? Voilà. Tu allais parler de quoi? Et puis, moi, ça va m'occuper. Non. Et je te jure, moi, au Côte d'Ivoire. Mais, Kokora, la difficulté qu'on a, là, je ne sais pas si toi, tu as remarqué. Moi, généralement, quand on est sur le panel, je ne sais pas si tu as fait la remarque comme moi. Il y a des gens, ils ont un seul argumentaire sur 4 heures de débat. C'est-à-dire que c'est le même argumentaire qui ressasse. Arrive un moment, comme Paris le dit, ça fait mal à l'oreille.
Parce qu'il Mais ça, n'y a pas de... peut-être tu changes de Il sujet. n'y a pas de... Il y a pas de suite dans les idées, Go. Bien de fait, Oh, tout par à l'heure, exemple, là, tu as changé, on est sur le deuxième sujet, non, Daouda? voilà. Non, mais Voilà. c'est parce qu'il a senti qu'il y avait de la répétition, de la Voilà. redondance, de la surabondance pour parler comme quelqu'un. Non, Tu vois? le deuxième sujet, je crois que on a élaboré les idées, tu vois que sur ça, il n'y a pas de gros désaccord. Le jeune qui est descendu, il a proposé une idée qui est géniale, que tout le monde a adoptée, tu vois. Donc, moi, ça fait évoluer les choses. Vous Oui, savez, mais après Kokora, le vrai problème, je pense, hein, en Côte d'Ivoire, on a une caisse de dépôt et de consignation. C'est là-bas que les gens déposent des cautions. Les cautions ne passent pas en cash dans les mains de la CEI ou même au Conseil constitutionnel. Donc, je lui dis que c'est vrai d'en parler, c'est pédagogique, il y a de la matière, tout ça. Mais je lui dis, les trucs existent en Côte d'Ivoire, quoi. C'est juste que des gens, bon, histoire de peut-être... Non, en fait, tu n'as pas compris. Les choses existent, mais ce qu'on dit là, ça dit, si toi, par exemple, tu veux être candidat et puis tu n'as pas payé ta caution de 50 millions, la CEI ne peut pas refuser. Alors que logiquement, tu dois venir à soit ton chèque, ou bien si on paye au trésor, on te donne un reçu. Oui. Et ça veut dire que quand tu veux être candidat aux élections législatives, tu vas payer tes 100 000 là au trésor. Mais je parle sous ton contrôle, par exemple. Toi et Daouda, parce que Serge, je pense qu'il est dans le privé. Mais toi, tu as été fonctionnaire, Daouda est fonctionnaire. Mais je veux dire, il y a des documents à fournir, non? Il va de sorte. Oui, mais tu comprends pas, tu n'as pas compris le sujet. Ici, là, J'ai bien compris, hein. On se plaint du fait Pourquoi tu reviens sur le document? la CEI, là, ils prennent la candidature de tout le monde. Ils n'ont pas le droit. Par exemple, quelqu'un qui a 34 ans, la CEI va lui donner le kit de parrainage. Et il y a quelqu'un qui a proposé qu'aujourd'hui, là, avant que la CEI ne prenne le jeune qui est descendu, la J'ai CEI bien ne compris, prenne tes Kaza. documents. Ouais, J'ai donc, bien compris. mais pourquoi tu reviens? C'est vous qui n'avez pas écouté mon propos. Je dis, à partir du moment où, dans les conditions à remplir, là, c'est 35 ans. Ça, c'est l'âge légal sur ta pièce d'identité, on verra bien. OK? J'ai failli dire justificatif de domicile. Bon, bien entendu, attestation de régularité fiscale, tout ça, on te propose. Ça, il n'y a pas besoin que le Conseil constitutionnel valide ça, puisque la CEI, ils sont là pour... Mais c'est de ça qu'on parle depuis, frère Paris. Oui. Ça dit que logiquement, ça dit si on veut faire appel à notre bon sens, par exemple, quelqu'un qui n'a pas 35 ans, c'est pas le Conseil constitutionnel qui va analyser. Mais malheureusement, il n'y a pas de loi. Mais ça, c'est du fait de politique maintenant. C'est les politiciens. Non, c'est laisse affaire de politique. On dit loi, tu parles de politiciens. Non, c'est les politiciens. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi c'est les politiciens? Parce que tout Kokora que tu es là, tu vas estimer que Serge a été injustement recalé parce que Serge ne serait pas de ton bord politique. Non, c'est pas une question. Ça dit que tu n'as pas compris. Même si c'est pas affaire de politique, un citoyen lambda qui n'a rien, mais qui va déposer et puis tu refuses là, il peut te poursuivre. Parce qu'il n'y a pas de loi qui encadre ça. C'est ce qu'on essaie de te faire comprendre. En fait, Paris, c'est que tu dois comprendre là, les hommes politiques. D'abord, la première chose que tu dois savoir, la CEI, là, elle a deux jambes. Sa première jambe, c'est la politique. Sa deuxième jambe, c'est la loi. Mais ce dont on est en train de parler là, tout est basé sur la loi. Tu vois un peu? Ouais, malheureusement. Et tant que la loi ne dira pas que tu prends pas, tu peux pas. Ou bien tu peux pas prendre, tu peux pas refuser. Et donc, ce que nous on dit, c'est que d'ici l'année prochaine, par exemple, tu vas donner les prérogatives, quoi, de sorte à ce qu'ils fassent. Ils n'ont qu'à donner les prérogatives. D'accord, ok. Parce que moi aujourd'hui, mon combat l'année prochaine, quand les élections finissent, là, mon combat l'année prochaine, là, c'est l'article 48. Mon combat l'année prochaine, c'est l'article 48. Et surtout un assouplissement de la loi pour les députés, parce qu'elle est trop hardcore. C'est pas possible. Mais le problème, c'est qu'on est en Côte d'Ivoire ici, nous-mêmes les Ivoiriens, nous-mêmes le peuple là, on ne sait même pas que nous-mêmes là, on peut initier des projets de loi. On ne sait même pas. Parce que les députés n'expliquent rien. Bon, déjà, il faut qu'ils sachent déjà quoi expliquer. Parce que, apparemment, ils ne savent même pas pourquoi ils sont députés pour beaucoup. Hein.
Non, faut pas Mais c'est insulter pour... les gars. Attends aussi. Non, Kokora, franchement, ce qu'il paraît là, c'est la vérité. C'est vrai que Non, c'est en fort, mais en vérité, la Daouda, police, ça part. Il a fait un mauvais Moi, procès. ce mépris Voilà. envers Ah non, les Daouda, gens attends, moi, j'ai dit un mot, je suis puis pas je vais d'accord laisser avec ça. Serge. Non, non, non. Les cas, attends. Tu sais, Daouda, le problème, pas que les gens ne savent pas, mais quand il y a un parti politique qui est hyper dominant, tu vas proposer ta loi là. Toi-même, tu sais que ça ne va pas passer si le parti majoritaire n'est pas d'accord. Alors qu'écrire une loi là, ça demande du temps et même souvent de l'argent. Il faut engager des juristes pour regarder, avant de déposer même ça sur le dossier, sur la table des Non, mais députés. pourquoi la loi sur le Tu- cautionnement des maisons, c'est la loi Finguesson, on va dire, non? Non, comment la loi? Il n'y a aucun député qui a déjà proposé une loi qui est passée Si. là-bas. Donc, C'est eux qui ont oh, soutenu la loi? non, mais tu soutiens une loi, c'est lui qui a écrit la loi. C'est le D'accord, tu me gouvernement. diras, mais je veux dire, c'est à l'initiative de qui? Mais ça, c'est toujours le gouvernement qui a C'est toujours le l'initiative de gouvernement. ça. Il y a très peu de propositions de loi et moi-même, je n'ai même pas vu. Hein. C'est plutôt des Il n'y en a projets même de pas loi vu. que je Voilà, il vois. ne faut même pas te leurrer. Ok. Donc, j'ai dit, pour ne pas nous détourner, ça dit, tu as un parti politique qui est hyper dominant. Toi-même, si ce n'est pas pour faire de la publicité là, tu sais que tu déposes ta loi là, ça ne va pas aller quelque part. Si tu n'as pas la caution du parti. Donc, c'est ce qui fait que ça décourage les gens. Tu vois? Ça décourage les gens. Sinon, à faire à ministre des baboulas, toi, tu penses qu'ils n'ont pas idée de proposer. Mais toi, tu sais que tu proposes, tu es allé taper poteau. Donc, c'est une perte du temps. Justement. Donc, attends, il est fini. Donc, Ok, vas-y. tu vas aller taper poteau pour rien. Donc, qui va perdre son temps pour aller écrire une loi alors que tu sais que ça ne va pas passer? Donc, si demain on a une Assemblée nationale qui est équilibrée, mais tu vas voir que ça va bouillonner. Mais c'est pas ça, tu vois. Donc, voilà comment j'ai dit toujours. En fait, on n'a pas encore bien expliqué notre régime en Côte d'Ivoire. Le vrai pouvoir appartient aux parlementaires. En Côte d'Ivoire, là, celui qui va être majoritaire à l'Assemblée nationale et qui n'est pas au pouvoir aura le vrai pouvoir. Parce que notre régime là, présidentiel dont on parle là, mais tout passe à l'Assemblée nationale. Ton budget, ça va passer à l'Assemblée nationale. Tu ne peux pas gouverner sans loi. Si tu envoies ton projet de loi à l'Assemblée nationale tel que ton budget et puis ça passe pas, tu fais quoi? Tu as des traités à faire signer, tu vas là, on dit on rejette. Tu vas faire quoi? Tu ne peux pas dissoudre aussi l'Assemblée nationale. Donc, il faut que les gens arrivent à comprendre ça, que le vrai pouvoir là est entre les mains du pouvoir législatif. Mais c'est parce que le parti qui arrive au pouvoir dans notre pays est toujours majoritaire. Ce qui fait qu'on ne voit pas vraiment le rôle de l'Assemblée nationale. Mais le jour ça va changer là, les gens vont dire le Premier ministre là, ça dit que tu seras obligé de nommer un Premier ministre issu du parti qui est majoritaire à l'Assemblée nationale. Sinon, aucune de tes lois ne va passer. Tu ne peux pas gouverner par ordonnance aussi. Parce que tu gouvernes Après, par ordonnance, là. Kokoa, moi j'ai une question. Je te la pose et je la pose à Serge au passage. Et à Kaza, bon, à tout le monde en même temps. Ma préoccupation là, c'est, tu prends l'environnement culturel par exemple. La culture, elle est transversale, elle va jusqu'à la télévision, tout ça, jusqu'aux artisans, tout ça. Ou le ministère du Commerce, par exemple, avec les licences attribuées aux établissements de nuit, aux prérogatives de bars, de boîtes ou de maquis, peu importe. Parce qu'on aspire à devenir un pays moderne. Donc, On va à ta question. j'ai pas compris. Non, je dis va à ta question. Oui, mais je vais y aller. Si je saute, tu sauras pas quelle est ma question. Je vais dire, quand tu es député, il y a des commissions à l'Assemblée nationale. OK? Il n'y a pas que des commissions politiques, il n'y a pas que des commissions, je veux dire, affaires étrangères. Il y a d'autres commissions. Quand tu es député, c'est pour ça que j'ai dit que les gens ne savent même pas pourquoi ils sont élus. C'est peut-être fort, mais c'est tellement vrai. Quand tu es député, et que on est dans un pays qui tend à se moderniser, dans lequel le maquis, le bar, l'épicerie, la boîte de nuit ont les mêmes prérogatives, les mêmes heures d'ouverture. Il n'y a rien qui est légiféré, il n'y a rien qui est réglementé à ce niveau-là. Le député, je veux dire, les députés de ces commissions, ils servent à quoi? Mais c'est ce que tu as dit, tu tournes en rond en fait. Tu tournes en rond, hein. Je pense que peut-être les autres ont compris. Je t'explique. Les députés de ces commissions-là, oui, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Parce que toutes les lois là viennent du gouvernement, de l'exécutif. C'est des projets de loi qui arrivent. D'accord. Donc c'est quand le gouvernement envoie les projets de loi à l'Assemblée nationale que les députés analysent. Et comme je l'ai dit, si un groupe parlementaire comme le PPAC
Parce que généralement, c'est des tendances, hein. Même quand le groupe parlementaire ou bien les commissions, c'est dedans, vous avez des députés issus de plusieurs partis politiques. Donc, si dans la commission, par exemple, le RADP est majoritaire, toi, tu veux proposer une loi sur les maquis et autres, et puis les gars ne sont pas d'accord. Toi, tu vas faire quoi? Maintenant, toi, en tant que citoyen, qu'est-ce qui ferait que tu ne pourrais pas être éventuellement d'accord? Toi, le député du pouvoir, là, comment je suis en train de dire d'interdire l'alcool aux enfants de 18 ans? Quand tu dis les maquis ouvrent aux mêmes heures, là, je ne comprends pas la question. Je vais vous expliquer son point, en fait, en français facile. En français facile, ce qu'il essaie de dire, c'est que, par exemple, un maquis, un bar ou bien une cave, tu vois, ils vendent tous les mêmes boissons. Tu comprends un peu? Vous partez chez le grossiste, vous achetez la boisson au même prix. Sauf que, quand on vient, toi, tu vends à un prix moindre que pour moi. Pourtant, par exemple, imagine pas, par exemple, moi, j'ai un bar comme la Maison B, où ma boisson, là, mes champagnes, là, ça coûte peut-être 100 000. Or, le même champagne chez toi, dans la cave, là-bas, toi, tu vends ça, par exemple, en face de moi, 50 000. Le maquis, lui, il est là-bas, lui, il vend ça à 45 000. Mais, tu vois? Daouda, ça, tu me laisses pas finir. Laisse-moi finir. Donc, ce que Paris est en train de dire, pourquoi est-ce que les députés ne légifèrent pas de sorte que les maquis, les bars et les caves ne payent pas les mêmes types d'impôts? Et ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, qu'ils n'ouvrent pas au même moment pour que chacun puisse avoir quelque chose. Voilà ce qu'il dit en fait. Non, mais parce qu'il n'y a pas de loi dessus. Moi, je voulais réagir si tu me Quel est le lien avec le sujet? Quel est le lien avec le sujet? Même pas, vraiment. Ça dit, il propose, on entend des gens. Si tu me permets. Si tu me permets. En fait, il y a une chose aussi que je voulais mettre un peu en exergue. Hein. Je crois que, écoutez, je me réfère aux propos d'un honorable. Je crois que c'est Saleh Tseboko qui disait qu'en fait, qui se plaignait du fait que plusieurs propositions de loi étaient déposées, mais en fait, il fallait, pour qu'elles puissent être adoptées, qu'elles soient programmées en plénière pour qu'éventuellement il y ait des débats pour éventuellement une adoption. Et que généralement, c'est à ce niveau-là qu'il y avait le blocage, en fait, parce que les projets de loi n'étaient pas, ou les propositions de loi n'étaient pas justement programmées. Donc ça aussi, c'est un facteur qui pourrait éventuellement bloquer les choses. Si déjà même les députés qui sont issus même de groupes parlementaires ou bien qui ont un bloc quand même assez, je veux dire, représentatif, n'arrivent pas forcément à faire programmer leur projet de loi en plénière, c'est pas évident qu'un particulier, lui, réussisse à peut-être mettre une pression sur le secrétariat ou bien de l'Assemblée nationale pour pouvoir programmer son projet de loi. Voilà. Et comme Kokora le dit, il y a déjà des projets de loi qui sont issus du gouvernement, mais de groupes assez puissants qui vont déjà être planifiés, programmés, etc. Donc les petits projets peut-être auront moins de chances de pouvoir être programmés. Voilà, moi je pense que c'est quelque chose aussi qu'il faut. Mais en vérité, je viens parler 2 secondes. Tu sais que à la vérité, il faut faire. Je pense que tout à l'heure j'ai dit que les citoyens pouvaient faire pression. Moi, c'est aux États-Unis que j'ai vu ça en fait. Aux États-Unis, il y a les cabinets de lobbying qui font pression sur les députés. Même en France, il y a les lobbyistes qui font pression sur les députés. Il y a les organisations de la société civile, notamment les ONG, tout et tout, qui peuvent, quand ils font des pétitions ou bien ils font soit des mémorandums, maintenant, après, ils vont voir un député qui est capable de le porter. Maintenant, après, quand ils font ça, il y a des lobbyistes derrière qui vont aller approcher d'autres députés, tout et tout, de sorte que l'affaire soit une affaire plus ou moins nationale, en fait. Et du coup, le projet est porté sur la table des députés pour qu'ils en débattent. Mais chez nous ici, malheureusement, c'est mon avis, vraiment c'est mon point de vue sur la question, mon opinion, ça ne changera pas, c'est qu'on n'a pas de véritable organisation de la société civile. Toutes les organisations de la société civile là, en fait, voilà, pour parler comme ça, c'est des sous-sections des différentes parties. Donc du coup, voilà. J'ai parlé à Marius, hein. Oui, mais tous les jours, moi, il dit ça là-bas. Et tu sais, à quelqu'un là-bas. Oui, vas-y, Khalil.
Voilà. D'abord, si tu as Et une puis, question d'abord. Khalid, avant de dire un mot, il faut leur expliquer aussi, c'est que toute proposition de loi qui va susciter des dépenses, celui qui la propose doit trouver la source de financement. C'est-à-dire, tu dois trouver comment financer ta loi. Exactement. Alors, mais moi, je vais défendre ma loi là tout de suite quand Khalil va finir. Il faut laisser à Khalil la parole. Non, quand il va finir, j'ai bien précisé. Attends, Khalil, avant, Diane, vraiment, est-ce que je peux faire monter Bolo ici, s'il te plaît? Si ça te gêne pas, quoi. Diane, est-ce qu'elle est là? Bon, apparemment, la femme de Casador. Voilà. On va faire ça comme ça. Et puis, Bolo va monter. Il est 2h du matin. Va t'occuper de ton mari. Tu es dans le panel. Elle est gros garçon célibataire. Ok, Khalil, vas-y. Je disais que faut pas qu'on peine en fait de vue une chose essentielle. La politique est une question de rapport. Chaque fois je le dis, c'est important. Comparaison n'est pas raison. Ces pays dont tu parles, là, notamment aux États-Unis, tout, le lobby, mais là on voit compte d'abord parce que très souvent c'est des groupements d'intérêt. C'est des gens qui financent très souvent des campagnes électorales. Voilà. Et donc aussi, ils ont souvent aussi une même mise. Non, pas forcément. Non, je n'ai pas envie de citer. Même ici, sur des candidats, mais surtout, souvent aussi, c'est-à-dire qu'ils contrôlent très souvent des chaînes de télé, par exemple. Donc, il y a plusieurs moyens pour contraindre l'élu. Ou bien, l'électorat de l'élu, là, les écoute beaucoup. Voilà. Donc, toute la question de contexte, effectivement. Moi, je dis que ça pourrait arriver chez nous ici le jour où l'homme politique, naturellement, il ne serait pas aussi super puissant. Chez nous, ici, il est super puissant parce qu'il y a une forme d'ignorance généralisée des droits et des devoirs même des citoyens. Ça va pour le Parlement lui-même. Tu as vu tout à l'heure, Kokora expliquait aux gens. C'est vrai ce que Kokora disait, c'est le Parlement d'abord même. Comme les gens le savent. Il y a cela aussi. Donc, un pouvoir, tout pouvoir qui n'est pas au courant de lui-même, là, il ne peut pas accoucher d'une certaine souveraineté, d'une certaine indépendance. Voilà. Même que ce soit pour un juge, tout et tout. Mais la loi est claire que tu es indépendant. Si toi, tu n'as pas conscience, n'est-ce pas, de ce fait-là. Mais comment tu pourras te dire, n'est-ce pas, l'homme politique, le ministre, ou bien, je vais dire, le président. Voilà. Voilà, par exemple. Donc, je vais dire que, donc, pour revenir sur ce que tu as dit, Kokora, concernant le devoir pour chaque parlementaire d'abord expliquer la source de financement de la proposition de loi. Mais c'est normal. C'est un garde-fou. Parce que, pourquoi? Si on permet, est-ce qu'il faut permettre, n'est-ce pas, à tous les citoyens de saisir le procureur? Est-ce qu'il n'y a pas besoin de faire un filtre, n'est-ce pas, dans le commissariat et autres? Bien sûr. Est-ce qu'il faut permettre également aussi que tout le monde, tous les députés puissent faire des propositions de loi comme ils veulent, 100 propositions, 1000 propositions. Mais finalement, à quel temps est-ce qu'on aura pour je veux dire, bien siéger, bien analyser? Il faut des garde-fous. Quand tu vas aussi, même souvent aussi avec le procureur, c'est vrai que, oui, sans l'article qui dit que le procureur a l'opportunité des poursuites, sans cet article-là, le procureur lui-même, là, il pourrait être poursuivi pour dire que, parce que moi j'estime que ma femme m'a trompé, ou bien mon voisin a trompé sa femme, et donc il n'a pas été poursuivi. Tu vois que non, à chaque chose là, il faut des garde-fous pour ne pas qu'on puisse perdre en efficacité. Pour revenir tout à l'heure à la question essentielle tout à l'heure, n'est-ce pas, des électeurs, bon, notamment le code électoral dont on parlait là. Moi je pense que, ensuite sur la proposition du frère tout à l'heure de Cheki qui est parti, moi je pense que il faut simplement mettre dans le code électoral que la CEI nous transmet au CC que les dossiers complets. Ce simple bout de phrase seulement là, ça a résolu le problème. C'est-à-dire que le code électoral a beau citer les dossiers à fournir, ok, mais il faut adjoindre là-dedans pour dire que lui, il ne transmet que les dossiers complets au CC. Dans ce cas-là, le problème est réglé. En revanche, ça pose un problème philosophique en termes de droit, en fait. Un problème philosophique que je vous expose. La Constitution dit que c'est le CC qui doit, n'est-ce pas, sélectionner les candidats.
Ça fait partie, je pense, bien des 2 ou 3 missions, on va dire, explicitement données dans la Constitution au CC. D'accord. La question, c'est de savoir, est-ce que le fait pour la CEI, n'est-ce pas, de recaler quelqu'un qui veut être candidat, est-ce qu'elle n'est pas en train de, n'est-ce pas, de prendre, n'est-ce pas, en partie le rôle du CC? C'est une question philosophique aussi, hein. Il faut voir. Voilà. Parce que je peux estimer que j'ai 35 ans, j'ai des 50 millions, tout et tout, mais c'est pas pour autant que je serai forcément candidat. Et donc, pour terminer, il faut dire aux gens que le code électoral est très clair. L'article 48 du code électoral dit que, concernant l'élection du président de la République du Côte d'Ivoire, c'est seulement l'électeur qui peut être candidat. C'est pourquoi, quand vous regardez la fin de la décision de 2020 du Conseil constitutionnel, vous allez voir qu'il y a plusieurs candidats qui ont été recalés parce que ils n'ont pas, donc ils n'étaient pas électeurs. Il y a eu ça. Ou bien parce que, d'autres même, il y a un monsieur qui s'appelle M. Kwaku Kofi Roland, par exemple, qui a été recalé en 2020 parce que selon le texte, il n'a déposé aucune, on va dire, aucune déclaration de candidature. Il n'a déposé aucune déclaration de candidature dans ce dossier, par exemple. Et donc il a été recalé. Pour dire quoi? Pour dire que, comme l'a dit Serge Assé, est-ce qu'il faut trahir ce principe-là de philosophie de droit, là, qui est quand même consacré par la Constitution de Côte d'Ivoire, notamment, qui dit que seul le CC peut décider de savoir qui est candidat ou pas candidat. Est-ce que ce pouvoir-là doit être partagé ex aequo avec la CEI? C'est une question de droit, mais surtout de philosophie politique aussi, si vous voulez. Voilà ce que je l'ai dit, quoi, pour dire que, voilà, pour verser au débat que nous faisons tout à l'heure, là. Voilà. Merci beaucoup, Khalil. Merci. Abbas, passe une très bonne nuit. Abbas, bonne nuit. Voilà. Daouda, je précise mon propos. Parce que visiblement, comme ça ne parle pas de parti politique, ça ennuie. Mais il est 4 heures du matin, donc on va pas taper sur le pauvre Thiam, il dort. Daouda, ce que je dis, c'est que déjà, la restauration et tout ce qui va avec, les consommations d'alcool, tout ça, c'est des problèmes de santé publique. Ok? Donc, peu importe que tu sois du PPACI, PDCI, peu importe d'où tu viens, ça ne devait même pas une affaire de RHDPFA à l'Assemblée nationale. Ça, je pense que de manière normale, c'est quand tu penses que tu es normal, ça devait te préoccuper. Donc, une fois ça c'est dit, créer des commissions, donner des prérogatives aux mairies, aux tribunaux de commerce, pour attribuer des licences, de sorte à ce que ce milieu-là soit régulé, d'autant plus que ça élargit l'assiette fiscale. L'État est le premier gagnant dans l'histoire. Donc je vois pas la politique vient faire quoi dans une affaire de santé publique. Ça ne devrait même pas poser le problème à qui que ce soit. Mais Paris, les lois existent déjà, hein, dans le domaine. Oui, mais dans ce cas, dans l'effectivité, Serge, c'est que je dis, dans l'effectivité, parce que effectivement, moi je sais que en 77, il y a eu le Pacha qui a brûlé au plateau, ok? Et il y a une commission d'attribution des licences qui s'était réunie et qui avait retiré sa licence au Pacha et aux d'autres boîtes qui n'étaient pas aux normes en termes de sécurité, incendie, tout ça. Et je te parle de 77, hein, pour te dire le niveau qu'on avait atteint en 77, qu'on n'a plus aujourd'hui en 2025. Tu comprends, Serge? Et c'est vraiment dommage. Parce que si en 77, 78, on avait des commissions d'attribution des licences pour des détaillants et pour des débits d'alcool, et qu'en 2025, là où on tend vers le modernisme, on les a pas, ou du moins ça s'applique pas, c'est qu'il y a un grand problème. Voilà. Il y a avant d'ouvrir un bar, il y a une commission qui passe, ils sont très pointus sur le matériel qu'ils appellent tout à fait infugène, c'est-à-dire le matériel qui ne doit pas... Des matériaux de construction, il y a trop de choses. Et ça, c'est des niches qui vont rapporter énormément d'argent à l'État. Non, mais en fait, comme Serge l'a dit, comme Serge l'a dit, ça, c'est des lois qui existent déjà. Oui, mais depuis que tu as appliqué, on a déjà vu ça appliqué. Tu n'écoutes pas, c'est ça. Oui, d'accord, dis alors, peut-être que tu as mis quelque chose que je ne sais pas. Ça dit, si tu ne prêtes pas attention, tu ne vas pas savoir. Il te dit, des lois existent. Quand tu prends la loi sur ne pas fumer en public, c'est des lois qui existent. Mais qui t'a dit que les gens ne fument pas en public?
Ils fument. Tu vois. Donc, il y a plusieurs lois, même sur l'alcool. Un enfant de 18 ans n'a pas le droit de consommer l'alcool. C'est des lois qui existent. Mais il faut aller au village, tu vas dire à ça. Quelqu'un qui vend du koutoukou, tu vas lui dire non, tu as besoin de licence. C'est pour te dire, nous sommes dans une... C'est pas pareil. C'est pas pareil. On ne parle pas de la même chose. Nous sommes dans une écoute. D'abord, nous sommes dans une économie informelle. Tu vois. Sinon, logiquement, dans un pays, personne ne peut venir installer un business sans que l'État ne prenne des impôts dessus. Ça n'existe pas en Europe. Mais ici, ça existe. Pourquoi? Parce que l'économie est informelle. Ah non, il n'y a rien d'informel dans ce que je dis. Il n'y a rien d'informel. Qu'est-ce que tu dis où il n'y a pas informel? Je n'arrive plus à Non, il n'y a rien d'informel parce que quand tu t'en vas louer un local, je t'explique. Quand tu t'en vas louer un local, donc tu signes un bail commercial. Donc il n'y a rien d'informel. Mais quel local? Ton local où tu fais ta cave là. Mais qui t'a dit, moi, il y a une cave. Écoute-moi, moi j'ai ma maison ici. J'ai un magasin, quelqu'un vient louer mon local. Oui. Le gars même n'a même pas de compte contribuable. Il vient, il installe sa cave. Tu lui donnes le local, c'est entre vous. Il y a combien de justement, personnes? Non, je suis désolé. Il faut m'écouter. En tant que responsable de parti politique, tu n'as pas le droit de dire ça. Il faut m'écouter. Voilà, tu n'écoutes pas. Même s'il y a la loi qui existe et que quelqu'un vient ouvrir son bar chez moi, je ne lui demande pas de bail. Il est dans l'informel. Il est dans l'informel. C'est ce qu'ils sont en train de te dire. Ils sont en train de te dire que notre système est beaucoup informel. Même la loi sur les loyers. On vous dit qu'en Côte d'Ivoire, personne ne respecte. On dit pour louer, ça dit on dirait c'est 2 mois d'avance, 1 mois de caution. Mais il faut aller trouver quelqu'un qui a sa maison, il veut mettre en location, et puis tu dis non, il y a une loi. Il va te dire, ne donne pas ma maison. Tu vas faire quoi? Donc ce qui fait qu'il y a des lois qui existent, mais leur application effective est encore problématique. Non seulement la population même doit collaborer, et aussi l'État doit y veiller. Donc il y a plusieurs systèmes qui font que les lois sont votées, mais leur application est difficile. Par exemple, on te dit, en Côte d'Ivoire, il y a la loi qui fait l'obligation aux enfants d'aller à l'école. Mais tu vas me dire qu'en Côte d'Ivoire, c'est tous les enfants qui vont à l'école. Ils ont déjà mis qui en prison parce que son enfant ne va pas à l'école. Donc il y a les lois qui existent. Mais nous sommes encore un État très jeune, où on ne peut pas comparer, oui, en Europe, avant de prendre une maison, c'est forcément avec un bail. Mais s'il y a des gens qui louent une maison, il n'y a pas de bail. Ils signent des quittances de marché, là, et puis ils payent le loyer dessus. À Bobo, tu n'as pas allé dire non, il faut signer bail. Ça, c'est encore dans les grands quartiers, Cocody, Plateau et autres. Mais il faut aller à Bobo derrière, là, tu vas dire à quelqu'un de signer bail. Mais attends. Donc, je te dis qu'il y a, par exemple, même quand tu vas dans les restaurations, tu vois si vous avez déjà fait attention, les trucs de INHP, de l'hygiène, tout ça, c'est des certificats dont tu as besoin. Mais il faut aller en d'autres, tu vas voir s'il y a un certificat là-bas. Mais les gens s'en vont manger. Alors qu'il y a une loi qui existe, qu'un restaurateur doit remplir un certain nombre de conditions d'hygiène. Mais va à derrière, tu vas voir, va en d'autres, va à Kobakro, ou bien va à chose, cinéma étoile à Bobo, tu dois parler de si je te prends au mot, vu que à Kobakro, à Ndotré ou à derrière Rail, le gars peut ne pas respecter les conditions d'hygiène parce que ce que les gens ne disent pas, c'est que la mairie le taxe, quoi. OK? Les agents du ministère du Commerce passent là-bas de temps en temps pour les prélever, ces gens-là, ces pauvres gens-là. OK? Donc, pendant qu'on y est, vu que à un degré moindre, on peut tolérer le bordel. Ah si! Comment? Des mairies, ça vont prendre des... Quand tu dis mairie, mais non, écoute, tu te dis 2 choses à la fois. Les mairies, ils savent qu'ils ont des taxes forfaitaires qu'ils vont donner aux femmes. J'ai dit les agents du ministère du Commerce, ça vont prendre la SE. Comment j'ai dit? Et sur quoi les agents du commerce vont à Kobakro pour aller prendre l'argent? Sous le prétexte de je m'en vais vérifier la conformité des produits, ça se fait. Oui, mais ça, c'est pas les agents du commerce. Ça, c'est pas les agents du commerce. Ça, c'est pas les agents du commerce, c'est le ministère de la Santé. C'est le ministère de la Santé. Bon, d'accord. Je dis, quand on est arrivé à ce niveau de désordre-là, laissons tout le monde se présenter aux élections en même temps. Oh, mais toi, tu ne raisonne pas comme ça. Non, parce que moi, j'ai comme l'impression qu'on balaye du revers de la main, ce que je suis en train de dire. C'est motif qu'on est dans l'économie informelle. J'ai dit il y a 49 ans. Il y a 49 ans, il y avait une commission d'attribution des licences d'exploitation des établissements.
des débits exemple, d'alcool en Côte d'Ivoire. Est-ce que 49 ans est-ce en que arrière. t'écoutes, regarde un peu. Mais qui t'a dit en 49 ans on respectait ça? Tu prends Mais par bien sûr, exemple, c'est ce que je suis en train de t'expliquer. Je te écoute, donne mais un cas pratique, un exemple concret. il faut écouter. Je te prends un cas dans le transport. On dit par exemple, tout le monde doit porter la ceinture dans une voiture. Mais quand tu prends les bagages qui vont à Yopougon, à Yamé, tous les passagers portent ceinture de sécurité. Il n'y en a pas. Mais c'est du fait des fautes de l'autre. C'est des fautes de l'autre pour pas le travail. Ça dit, écoute, mais vraiment, tu es bizarre, quoi. Ils sont en train de te dire que quand il y a les réalités du pays, il y a des bagages qui existent depuis 10 ans. Et nous sommes tous Ivoiriens. Tu vas demander à tous ces bagages de garer, mais tu vas créer une crise sociale. En fait, moi, la question que je voulais poser à Paris, c'est la dernière fois que tu es venu en Côte d'Ivoire, ça date de quand? Il y a 2 mois. Ah, ok. Bon, tu vois, en réalité, hein, beaucoup de lois existent. Je vais te prendre 2 exemples dans mes domaines d'activité. À un moment donné, j'étais dans la poissonnerie. Donc, en tant que marailleur, je partais prendre chez ceux qui ont les chambres froides au port. Et puis, moi, j'avais ma chambre froide de quartier. Mais tu sais ce que les gens font? Ceux qui ont les conteneurs au port, là, ils financent nos concurrents détaillants. Et puis, c'est eux qui sont derrière. Donc, le même chez qui moi je vais prendre, il a aussi son truc qui est en face de chez moi, qui est mon concurrent. Mais ça, tu ne peux pas le savoir. Mais ça, ce n'est pas le fait que la loi manque. Sinon, la loi existe qui lui interdit, lui en tant que grossiste, de faire du détail. Cette loi-là, elle existe. D'accord. Mais, voilà, mais derrière, il installe des sous-détaillants que lui, il est derrière, il finance. Qui sont pas à son nom. Qui sont pas à son nom, voilà. Okay. Mais donc, il n'y a rien d'illégal. Pourtant, la loi existe très bien qui dit que... Mais pour le coup, il n'y a rien d'illégal. Qu'un grossiste ne peut pas être détaillant. C'est pareil pour la boisson. Je vais te prendre un autre exemple. On était en train de construire un immeuble et quand les gens de... comment on appelle ça? Ceux qui font les trucs civils là. Oh, quelque chose civil là. Oh, c'est... Ah oui, si. Oh, oui, je vois. Attends, ça va venir. Oui, OCPV, non, c'est pas OCPV. Voilà, ils font les trucs civils. Les trucs un peu comme pompiers civils, les trucs comme ça. Voilà, le nom va me venir. Bon, je vois. Mais, ils sont venus nous demander. Je crois que c'est le général Kili qui était directeur de ça. À l'époque, voilà, office de protection de... Ouais, civil, voilà, office de protection, un truc comme ça. Voilà, de la protection civile. Ils sont venus nous demander, bon, ok, vous avez fait votre truc, c'est bien, tout ça. Mais en cas d'incendie, comment un handicapé sort? Comment un handicapé sort? Mais on n'y avait pas pensé. Mais c'est en ce moment, moi, je me suis rendu compte que la loi existait en Côte d'Ivoire. Alors que moi, ça m'était arrivé de travailler sur des projets américains où il y a leur fameux ADA, ils appellent ça ADA, American Disease, quelque chose comme ça là. Qui prévoit, c'est une loi américaine qui prévoit dans tous les secteurs publics ou privés où tu construis du bâtiment, tu dois prévoir un emplacement pour les personnes handicapées. Moi, j'ai jamais imaginé que la loi là existait en Côte d'Ivoire. Mais elle existe bien, elle existe bel et bien. Tu vois, donc, on a dû après modifier nos plans pour nous conformer à la réglementation. Donc, effectivement, nos lois souvent existent, mais on a quelques problèmes d'application. Voilà. Quand c'est en milieu urbain, c'est un peu plus facile. Mais quand on sort des zones urbaines ou bien dans les zones rurales ou dans les zones périphériques, franchement, il faut aller avec doigté. C'est un peu l'exemple que Kokora prenait. Oui, mais j'ai bien compris. Hein, voilà, les lois sur l'hygiène publique, là, ça existe, hein. Mais ce n'est pas appliqué de la même façon si tu es dans un restaurant chic à Biétry que si tu es à Kobakro. Mais pourtant, c'est la même loi, hein, c'est la même exigence. Moi, je suis entièrement d'accord. Mais je veux dire que comme ça va quitter en haut pour arriver en bas,
Si en haut donne l'exemple, en bas, là, ils vont suivre. On a vu avec le Covid ici, les gens se sentaient pas concernés parce qu'ils estimaient que c'était des trucs des gens de Cocody ou bien des gens du plateau. Quand les policiers ont commencé à sévir, tout le monde a commencé à respecter les restrictions, tout ça. Parce que faut toujours donner l'exemple. C'est que je dis, Serge, moi j'insiste là-dessus. Je dis, aujourd'hui, l'économie de la Côte d'Ivoire s'articule autour du tertiaire. OK? On est en train de sortir de notre binôme café, cacao, l'agriculture, tout ça là pour partir. On s'ouvre. L'assiette fiscale est élargie. Il y a matière à ce que chacun aujourd'hui, à son petit niveau, puisse gratter. C'est ça que le président a magnifiquement réussi. Maintenant, comment on l'accompagne? Comment on permet aux gens qui sacrifient tout pour venir apporter et contribuer à cette solidarité nationale de pouvoir ne pas regretter demain? C'est de ça que je parle. Parce que moi, je dis, en Côte d'Ivoire, ça fait depuis même Bédier, c'est même pas un truc, c'est pas un phénomène qui est nouveau. Depuis même Bédier, certainement des plus anciens, ils vont te dire, depuis Oufou aussi, il y a eu ça. On parle des histoires d'alcool frélaté et compagnie. Mais on en parle matin, midi, soir. Des boîtes connues, des restaurants connus où tu vas, on vend. Il se passe quoi derrière? Ça continue pourquoi? Parce qu'il y a des gens, qui ne font pas leur job. Et le dit, ça veut pas dire qu'on tape sur le pouvoir. Mais moi, je te parle des niches qui rentrent l'argent dans les caisses de l'État. Ils font vraiment leur job. Ils font vraiment leur job. Ils font vraiment leur job. Tu as déjà vu, est-ce que personnellement, tu as déjà vu un coin où on fait du kutuku? Bon. Honnêtement, à part au village, à Abidjan. Oui, au village, est-ce que tu as déjà vu? Non, pas vraiment, j'ai pas vu la fabrication. Bon. Je pense que Kokora a dû voir. Ben, excuse-moi, mais c'est nos cousins de tous les jours avec qui on cause là, hein. Mais ils ont un coin en brousse là-bas où ils ont leur barrique avec leur distillateur traditionnel. Et puis ils distillent ça en brousse là-bas. Bon, à quel moment les agents des eaux et forêts vont aller les trouver là-bas? Mais c'est ridicule. S'il vous plaît, je veux dire un truc. Ok, vas-y. Excusez-moi de vous couper, je vous écoute. Bon, en fait, le sujet n'était pas là, mais comme vous y êtes, moi je veux rassurer M. Kokora, en tout cas, dans la majeure partie des cas, en tout cas depuis au moins 5 ans, 4 ans, 3 ans, les loyers là, franchement, c'est pas 2 mois, 1 mois, c'est 2 mois, 2 mois. Très sincèrement, c'est respecté de partout. Le seul problème, c'est l'agence là qui varie un peu, voilà. Franchement, j'ai eu beaucoup d'amis qui voulaient se loger. Moi-même, franchement, ça au moins, je peux dire, à 80%, c'est suivi. Les gens suivent ça. L'État a vraiment tapé dessus. Exactement, voilà. C'est ce que je dis. L'État a mis une grosse amende dessus, donc les gens ne prennent pas de risque. Maintenant, je pense que, si je me trompe pas, le débat porte sur le fait que des lois existent et que des gens ne l'appliquent pas. Maintenant, la question à se poser, c'est est-ce que le citoyen, ça dit que il a une sorte de proximité avec le député. Par exemple, moi, je suis dans ma zone, je ne sais même pas la permanence de mon député. Je ne sais pas où il est. S'il y a des projets de loi, comme Daouda a dit, des projets de loi, mais des choses que je pense lui soumettre. Moi, en tant que je ne connais pas comment se passe la loi, comment on fait une loi. Je ne sais pas où le député est pour lui soumettre, je sais pas, je suis obligé de partir à l'Assemblée nationale. Je pense qu'il n'y a pas assez de proximité entre les élus et ceux qui les élisent. Donc, le devoir de redevabilité n'est pas assez établi à ce niveau-là. Maintenant, je vais prendre un exemple par rapport à ce dont Paris parlait, par rapport au début de Boisson tout et tout. Il y a un exemple palpable que je connais très bien. Ceux qui habitent en Gré, au Carrefour Bluetooth, là. Au Carrefour Bluetooth, il y avait un bar là-bas qu'on appelait le Bluetooth, mais là, c'est cassé. Maintenant, il y a une pharmacie et il y a des bars là-bas. Et juste en face d'eux, il y a un Burkinabé là qui vend la boisson. Les gens qui connaissent le coin, ils peuvent voir. Ils vendent la boisson là-bas, ils vendent en gros. Mais il a interdiction de vendre au prix, parce que les bars là prennent la boisson avec lui. Donc à un prix très réduit, mais l'interdiction de vendre ces boissons là au même prix à des détaillants. Donc nous par exemple, comme on va payer les boissons là-bas, par exemple pour boire un coup à la maison ou avec des amis dans un endroit, on ne peut pas payer au même prix qu'ils donnent au maquis et au bar à côté. Un jour on a demandé, il dit non, qu'effectivement c'est des gens de quoi là qui sont venus lui dire qu'il ne peut pas faire ça, sinon c'est de la concurrence déloyale. Donc des lois existent, mais en milieu urbain c'est facile de les appliquer, mais quand c'est dans les endroits reculés, comme à Papécou, dans mon village, mais je sais pas, à Série-Pailier, franchement c'est compliqué parce que la force publique n'est pas toujours là pour avoir le bâton de
de dire appliquer telle ou telle loi. Sinon, des lois existent. Je pense qu'il ne faut pas faire une inflation de lois à vouloir tout réglementer. L'État est très bien réfléchi. Voilà. Les lois existent, mais il faut... Boloy, en fait, pour ajouter, pour compléter ce que tu as dit, ça dit toutes les lois sont faites pour le bien-être des populations. Et son application doit tenir compte de l'environnement, doit tenir compte de l'économie. Parce que si, par exemple, tu dis, bon, tous les restaurants, doivent forcément remplir les conditions fixées par le ministère de la Santé. Est-ce que tu penses que tous les garbadromes que tu vois, qui sont même en bas des appartements, mais tu vas tous les fermer. Mais quand tu les fermes là, et toi-même tu es conscient qu'il ne peut pas trouver les moyens pour se conformer à cette... Tu crées une crise sociale. Parce que ce qui exige, l'inflation c'est quoi? Ça part de là. Si moi, Kokora, j'ai fait mon garbadrome, tu dis non, c'est pas réglementaire. Et donc tu me donnes les conditions, tout, tu dois construire un vrai bâtiment avec des systèmes d'aération. Donc ça va me coûter de l'argent. Donc le poisson que j'ai vendu à 300 là, mais je vais vendre ça à 700 pour pouvoir me rattraper. Sinon je ferme. Mais si tu vends ça à 700, mais tu tues la population qui est à côté de toi. Donc c'est pas qu'il y a des lois, il n'y a pas de loi sur un certain nombre de choses. Mais il faut tenir compte de l'environnement dans lequel tu veux appliquer la loi. Tu vois? Dans nos villages, tu vas dire non, les restaurants là doivent avoir tous ces éléments. Mais ils vont faire comment? Hein? Ils ne peuvent pas. Dans des quartiers comme Cocody, on sait que non seulement la population a les moyens, ceux qui les clients ont des moyens, on peut exiger un certain nombre de choses. Donc, au fur et à mesure que les villes se développent, qu'on sort du système archaïque, on rentre dans l'urbanisation véritable. Mais toi-même, là, quand tu as venu construire ton garbadrome, là, personne ne va aller là-bas. Parce que toi-même, tu as trouvé que c'est insalubre. Tu vois? Mais ça dépend donc de l'environnement dans lequel le business est installé. Le pouvoir d'achat des populations. Sinon, logiquement, en Europe, là, aux États-Unis surtout, mais tu ne peux pas avoir de début de boissons dehors. C'est pas possible. Tout est fermé, il n'y a pas de musique dehors. Mais tu penses que tu peux appliquer ça ici? Pour dire non, nuisance sonore, tout et tout, il faut tout mettre dans des... Mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Donc, il y a la réalité du terrain qui est là, qui est une économie informelle, à 80 ou à 90%, mais une économie qui fait 80% d'informel. Comment tu peux appliquer une législation à tout ça? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Donc, au fur et à mesure, quand... Donc, M. Kokora, excusez-moi, donc souvent les lois sont mises en sommeil comme la nationalité et Tiam. Non. Parce qu'on a un certain fois. Non. Je veux dire, tant que nous vivons... Non, ça c'est un autre cas. Avec comment on appelle, la T48, bon, pour ne pas faire de politique, mais j'ai dit, nous sommes tous Ivoiriens, nous vivons en Côte d'Ivoire, par exemple, comme j'ai pris un exemple. Si on nous dit, par exemple, que tous les bagages qui circulent là, chaque passager doit avoir sa ceinture de sécurité. Bolo était d'accord avec moi que 80% de ces bagages vont garer. Quand ils garent là, et puis tu n'as pas de transport public important, les gens ils vont au travail comment? C'est une mesure, c'est une loi qui existe, que chacun doit porter sa ceinture de sécurité. Mais quand tu regardes les bagages qui vont à Bobo, qui vont à Yopougon, qui vont à Benjerville, 80% de ces bagages-là n'ont aucune ceinture de sécurité pour les passagers. Donc quand tu le dis, bon, vous arrêtez de rouler, mais il faut que l'État trouve un moyen de transport pour les populations. Sinon tu crées une crise sociale. Tu bloques même les renforcements du pays. Parce que tu as garé. Donc, il y a cette réalité qu'il faut prendre en compte. Le jour où on va peut-être finir le métro, finir les BRT, augmenter les capacités de la Sotra, tu sais que si tu commences à sévir, il n'y a aucun problème. Parce que ta population sera transportée. Et donc, ceux-là seront obligés de pouvoir de se mettre en règle. Mais pour le moment, tu es obligé de faire avec. Tu es obligé de faire avec. Pourquoi est-ce que les Niambros là continuent d'exister? Mais c'est parce qu'on n'a pas un système de transport public de l'État qui est très fort. Donc, tu n'as pas payé une voiture de quelqu'un. Comment tu vas aller mettre des trucs là-bas? C'est difficile. Mais au fur et à mesure,
avec le développement, il y a des gens même qui vont disparaître. S'il y a métro, moi, il y a les premiers, il fait quoi avec Baga? Donc, si le Baga n'est pas confortable, personne ne va monter dedans. Et donc, il est obligé Mais Kokora, d'avoir ça des véhicules. Kokora, tu es d'accord avec moi que le radar est rentré dans nos habitudes, le radar est rentré dans nos normes. Oui, mais pour contrôler la vitesse, on a besoin d'un truc. Encore, au contraire, c'est la meilleure des choses à appliquer. Même si tu as un bagage qui est vieux, mais tu n'es pas obligé de dépasser la vitesse. Je comprends très bien ce que tu dis. Mais je vais dire que, est-ce qu'il y a 10 ans en arrière, ok, le Bakaman ou bien le taximètre, ou bien même le citoyen lambda, savait que en aglo, il y avait une vitesse à ne pas dépasser, tout ça. Toi, tu prends des exemples qui ne collent pas. Mais si ça colle. Non, écoute-moi, le fait de réduire la vitesse n'empêche pas la population de se déplacer. Au contraire, elle se met ensemble. Mais l'exemple que je prends là, l'exemple que je prends... En fait, il faut qu'on se comprenne. Il faut qu'on se comprenne. Non, mais c'est toi qui ne comprends pas. Je suis en train de te dire que si je te prends un exemple aujourd'hui là, soit on dit dans les bagarres là, et tous doivent avoir des ceintures de sécurité. Tu es sûr qu'il y a combien qui vont pouvoir rouler? C'est pas ça mon propos. Non, mais ton propos, il est où maintenant? Paris, attends, s'il te plaît, je vais appuyer ce que M. Kokora dit parce que je vais prendre un exemple bien parlant. Tu m'excuses de te couper. Sur la ligne Abobo, Liberté, c'est-à-dire de chez vous, même Avocatier, Liberté, un temps, je ne sais pas si c'est l'année passée ou l'année passée, le gouvernement, je sais pas, ouais, le gouvernement a mis des bakas. Je ne sais pas qui a appris la nouvelle. Le gouvernement a mis des bakas. C'était de très beaux bakas. Je ne sais pas, ça s'appelait. Les bakas orange, blanc, vert. Voilà. Pour essayer de régulariser un peu le secteur pour mettre moins de désordre. Mais ça crée du raffut. Hein. Ça crée du raffut parce que les gens, pas que se plaisent dans le désordre, mais ils ne sont pas encore prêts à se conformer aux normes de ce que la loi prévoit. Donc ça crée beaucoup de raffut. Le gouvernement a dû mettre le pied sur l'accélérateur pour ne pas appliquer sa réforme là dans toute sa vigueur. Donc la solution pour moi serait que avant d'appliquer les lois de manière stricte, il faut donner une alternative crédible. Boloy. Après avoir suivi la discussion, donne ton point de vue en commentaire.